Et qu'ils sont avec nous ce soir, Thomas Sirdet et Jean-François Dufour. Bonsoir. 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 Vous nous entendez je crois Oui, que c'est c'est bon. inversé, non? Les caméras sont inversées, Ah, je les crois. caméras sont Choix. inversées, Oui, effectivement. Les caméras sont inversées, voilà, c'est excusez-moi. presque ça. C'est On- presque ça, mais On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Je vais inverser tout simplement les scènes. Comment vous allez, Thomas et Bah Jean-François? bien. Comme un dimanche soir à 21h30, après un week-end où il a un peu plu. C'est vrai qu'il a Ah, oui, alors, très bon. pas qu'un peu plus, vous inquiétez pas, hein, je change juste les. oh, Ah oui, d'accord. Ah, Je le bah, fais comme ça, ouais. Jean-François. Je préfère quand il y en a deux de moi. Voilà, vous avez les deux. Vous avez vu, démonstration du Kagebushin. En live, effectivement. Est-ce que vous allez. Voilà. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. On est très heureux en tout cas de vous avoir ce soir parmi nous pour parler de Bah, Japan merci Expo. beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, on n'a pas pu beaucoup vous voir pour plein de raisons diverses et variées. Et on va en parler, je pense, tout au long de cette interview. Mais avant ça, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu. On va peut-être commencer par Jean-François qui est en haut. Jean-François, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ça fait plaisir. D'habitude, on commence par Jean-François qui est le plus vieux des deux. Donc, Ah, Voilà. ah, c'est autre chose, c'est autre chose. mais bon, là, je suis en haut. Ah, c'est mieux. Non, bah moi, Ouais. moi, je m'appelle Jean-François Dufour. En fait, avec Thomas et Sandrine, on s'est rencontrés dans les années 90, mais il faut savoir que j'avais déjà une vingtaine d'années à l'époque, parce que moi j'ai commencé à aimer la culture japonaise avec Goldorak. Je faisais partie des gens qui étaient devant en 1978. Voilà, ça vous donne une petite idée de mon âge. Et j'ai continué à grandir avec les dessins animés japonais, le comics américain, la bande dessinée européenne. Et puis après, le manga papier est arrivé, donc ça a pas mal changé nos vies. On est passé de rendez-vous associatifs le week-end devant des boutiques parisiennes à des conventions. En fin 90, j'ai la chance d'aller au Japon avec Sandrine, et quand on revient, on dit à Thomas, c'est super de faire des conventions d'animation et de manga, mais faisons quelque chose sur le Japon, si je fais version courte. Ok, ok, très très bien. Et Thomas, qui es-tu? Présente-toi. Bien, je suis un des trois, donc, qui participé à la création de Japan Expo. Je suis un tout petit peu plus jeune que Jean-François, parce que j'ai pas connu Goldorak à la télévision. Hein, c'était déjà les rediffusions, moi. Mais je suis quand même tombé dedans, puisque je fais vraiment partie de cette génération qui a mangé littéralement le Club Dorothée. Et voilà, après, j'ai suivi à peu près le même parcours, hein, les boutiques, la collectionnite, et puis effectivement, démarrer dans l'organisation de conventions. Et puis, quand Jean-François et Sandrine sont revenus du Japon en disant le Japon, c'est fou, on s'est dit, bon, bah, on va élargir le sujet, et ça fait Japan Expo. Effectivement. Avant de parler de où on est et où on va d'abord revenir un petit peu sur la genèse de Japan Expo. Et tout simplement, je vais vous poser une question toute bête, mais comment ça a été créé finalement le Japan Expo? Parce qu'aujourd'hui, on voit la grosse machine que c'est Japan Expo, mais ça a commencé, est-ce que ça a commencé comme ça dès le départ? Je ne pense pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les débuts? Dès la première édition, il y avait 300 000 visiteurs, dans 20 mètres carrés à peu près. Non. Très, très concrètement, c'est venu très progressivement, parce que dans les années 90, on s'est changé des cassettes vidéo, voilà, parce qu'il n'y avait pas encore Internet et tout ça, donc on faisait des échanges par correspondance, on publiait des petites annonces dans des magazines, et puis le but du jeu, c'était de se retrouver entre fans, et donc on a commencé à créer des fanzines, à faire tout un tas de choses, et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que quand on organisait des conventions d'animation, ça nous permettait de toucher encore plus de monde qu'à travers ces réunions du week-end, ou qu'à travers ces échanges de fanzines et autres. Et du coup, on a commencé à faire des conventions à droite à gauche, jusqu'au jour où un copain qui avait fait l'école Epita est venu me voir en me disant j'ai créé une convention à l'Epita, parce que dans les années 90, il y avait pas mal de petits festivals comme ça qui avaient lieu dans différentes écoles, que ce soit le SCP, que ce soit
Camille, etc. On avait fait plein de choses comme ça. Et ce pote, donc David, il vient me voir en me disant je quitte l'école. L'année dernière, du coup, la convention, elle a eu lieu sans moi, mais ça s'est pas forcément super bien passé. Ils ont besoin d'un coup de main. Toi qui es responsable d'une association, parce que oui, dans l'histoire, au milieu des années 90, avec des copains, on avait créé une association. De fil en aiguille, j'en étais devenu le président et on organisait des conventions. Donc on avait une certaine reconnaissance des fans ce pote-là est venu nous chercher pour qu'on aide à redévelopper la convention de l'animation de l'EPITA. Ce qu'on a fait du coup à partir de 1998. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on a fait grandir. La première année, on faisait 1200 personnes, puis 2400 personnes. Et puis, on arrive en 2000, justement, avec ce fameux retour du Japon, où on se dit, c'est bien, mais on veut voir plus grand. C'est bien de faire ça dans les sous-sols d'une école, mais il faudrait qu'on puisse accueillir des invités japonais de renom. Donc, qu'on aille dans des parcs d'exposition pour faire quelque chose de encore plus grand public et avec des moyens plus importants pour proposer des événements toujours plus intéressants. Parce qu'effectivement, quand tu partages ta passion avec 300 lecteurs de fanzine, c'est bien, mais tout d'un coup, pouvoir parler avec 2-3 000 personnes le temps d'un week-end sur une convention, c'était génial. On était là, putain, on peut présenter tout ce qu'on veut. Moi, je faisais du sous-titrage. Alors à l'époque, le sous-titrage, il n'y avait pas d'ordinateur non plus, donc c'était 2 magnétoscopes, un petit boîtier qui incrustait les sous-titres. Et on faisait des avant-premières de trucs qui étaient sortis en laserdisc au Japon. Alors c'est encore un vieux terme, mais je suis désolé, dans les années 90, il n'y avait que des vieux trucs qui n'existent plus. Voilà. et voilà, on commence comme ça. Et en 2000, il y avait déjà Cartoonist qui était, lui, à Toulon, qui avait la chance d'accueillir un certain nombre d'artistes japonais. Et on avait envie, nous aussi, de pouvoir accueillir les artistes japonais qui nous faisaient rêver dans plein de domaines, parce que Cartoonist était plutôt animation, et nous, on cherchait à toucher vraiment toutes les facettes du Japon. Et dans l'idée, justement, de se décorréler du lieu qui était l'école EPITA, on cherche un nom pour qu'on puisse se dire voilà, ça fait 3 ans qu'on le fait. Maintenant, ça s'appelle Japan Expo. Mais suivez-nous, on va aller ailleurs, où on va vous proposer toujours plus, parce que c'est bien de faire ça dans les locaux d'une école, mais c'est toute une logistique déjà, parce qu'il faut virer toutes les tables, toutes les chaises, etc. Et puis c'est pas forcément très grand, c'est pas forcément adapté à ce qu'on veut faire. Donc on décide on est en 99, mais la première édition de Japan Expo a lieu en 2000 et elle accueille à ce moment-là 3200 personnes. Donc on est assez loin des chiffres qu'on connaît aujourd'hui. 3200 personnes pour environ 3000, 3500 mètres carrés, c'était déjà correct. À titre de comparaison, pour ceux qui sont venus au 20e anniversaire, on a fait 252 000 personnes en 4 jours sur 140 000 mètres carrés. Donc en 20 ans, on a fortement développé le festival, tous les aspects qu'on traite, parce que quand on est en 2000, il y a déjà un espace culturel où on peut essayer des kimonos, faire de la calligraphie, de l'origami. Il y avait déjà pas mal de choses comme ça. Il y avait un espace jeux vidéo, il y avait la partie boutique, la partie fanzine. Il y avait même un dépôt-vente qu'on tenait, donc les gens venaient revendre leurs trucs et c'était assez sympa d'ailleurs ça. Mais on avait plein d'activités comme ça, et ce qui nous intéressait, nous, c'était de faire en sorte qu'on passe vraiment un moment où on s'amuse. Et c'est là où on s'accrochait au nom festival, pour le côté festif de la chose, où le but du jeu, c'était que les gens viennent passer un bon moment, rencontrer des copains, découvrir des choses tout en s'amusant, quoi. Et donc, on a tout de suite voulu mettre en place des jeux, des quiz, tout ce genre de concours aussi de cosplay et autres, pour qu'il y ait vraiment la dimension festival qui soit présente dès le départ, quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu as cité au début, finalement, la genèse s'est faite à Epita via des petits événements, des mini-conventions dans cette école. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans cette école, il y a encore des petites choses qui se passent. Donc c'est plutôt marrant de se dire que ça a quand même perduré dans le temps. Est-ce qu'à l'époque, du coup, des débuts de Japan Expo, est-ce que ce genre de festival, ça existait dans le monde ou pas du tout? Vous étiez vraiment, voilà, il n'y avait rien du tout qui n'existait d'équivalent, peut-être au Japon, peut-être que ça existait déjà, mais dans le monde ailleurs, est-ce que... Les États-Unis sont allés plus vite que nous. Ah, d'accord. Le nom Japan Expo s'est inspiré notamment
d'un événement qui avait lieu à Los Angeles et qui a toujours lieu aujourd'hui, qui s'appelle Anime Expo. Et sur la base que nous, on voulait pas parler que d'animation ou que de manga, mais justement de tout le Japon. Donc ça fait partie des sources d'inspiration. Ils sont nés quelques années avant. Et au Japon, je suis à peu près certain que ça Non. existe depuis avant, mais, Bah, en fait, mais oui pas et non, parce que comparable à Japan Expo, au sens où il y a des festivals, des salons de manga, sur le manga, sur l'animation, mais pas de choses qui présentent comme ça un mélange disons de que culture, quoi. ce qui a tout de suite fait la particularité de l'approche qu'on avait, c'était justement de mélanger à la fois le jeu vidéo, l'animation, la musique, on a même du catch assez rapidement. Et au Japon, tu as une manifestation qui va présenter l'animé, tu en as un autre qui va faire le manga, tu en as un autre qui va faire le jeu vidéo, mais un truc qui mixe tout. Alors si en plus tu rajoutes la culture traditionnelle là-dessus, sacrilège pour les Japonais, on était assez unique. Et même Anime Expo, dont on s'est inspiré pour le nom, effectivement, est lui très cantonné animé manga. Ils ont commencé même à faire du jeu vidéo beaucoup plus tard que nous, parce qu'ils étaient vraiment focalisés sur la partie animée. Donc, dans le monde, il existe des choses maintenant qui se rapprochent beaucoup de Japan Expo. Il existe même des Japan Expo dans le monde que nous n'organisons pas. On s'est fait voler notre nom, mais c'est Ah ouais? comme ça. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Alors, on nous a expliqué que c'était un hommage. Ça fait- Voilà. Ah, On a beaucoup d'hommages dans le monde. Mais, et cette mixité, en fait, c'est aussi une de nos forces au Japon, puisque là-bas, comme tout est compartimenté, quand les Japonais arrivent chez nous et qu'ils voient tout ce qu'ils ont l'habitude de voir de manière séparée, mélangée, voire en collaboration, ça leur donne des souvenirs. En fait, ils découvrent une part de leur culture et ils reviennent au Japon en disant oh là là, j'ai vu ça qui est passé avec ça et c'était de la folie. Et ça a fait partie du bouche à oreille qui nous a vachement aidé au Japon. Est-ce qu'il y a eu je voulais demander, est-ce qu'il y a eu une inspiration aussi par rapport à la Comic-Con qui est beaucoup plus ancienne, qui est centrée du coup, bah oui, sur les comics, mais qui dans le temps du coup s'est élargie à beaucoup plus de domaines. Comic-Con, en fait, on est dans l'aventure Japan Expo en mode associatif avec Thomas et tout le monde jusqu'en grosso modo de 2006. En 2007, on lance une société, donc la société Safe Haven qui produit aujourd'hui le festival encore. Et à ce moment-là, en 2007, on a voulu élargir d'ailleurs Japan Expo et en novembre 2007, on avait Chibi Japan Expo plus Cultima, qui était le festival des cultures de l'imaginaire, parce qu'on avait envie d'intégrer la BD Euro, le comics, la série télé américaine, etc. Cultima, par exemple, on avait des espaces sur Landfuss de Troyes et des choses comme ça. Donc, on avait pas mal élargi. Et c'est vrai que ce qui nous a plu, nous, dans la BD japonaise, à la base, c'était son ouverture. On parlait énormément de choses très différentes, et comparé à ce qu'on avait connu des festivals de bande dessinée européenne, franco-belge, où ils étaient très refermés sur eux, et que quand ils voyaient du manga, c'était c'est pas bien. Ils avaient pas l'air ultra ouverts d'esprit. Donc nous, ce qu'on aimait, c'était justement être touche à tout, quoi. On était focalisé sur le Japon parce que c'était vraiment la passion du moment, mais en même temps que je regardais Cowboy Bebop, je suivais X-Files, qui s'appelait d'ailleurs Aux frontières du réel à l'époque, mais voilà, on n'était pas du tout figé sur un truc, donc élargir, ça a toujours été notre souhait. Le problème qu'il y a, c'est que c'est énormément de travail de faire Japan Expo. Alors quand tu commences à élargir et à vouloir traiter d'autres domaines où il faut que tu aies d'autres réseaux de contacts, etc., ça devient toujours plus de boulot, plus de gens, plus de travail. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça qui peut nous limiter parfois, parce que l'expérience qu'on a eue à faire Comic-Con à Paris pendant 5 ans, nous, ça a été un vrai plaisir, mais ça a été un vrai épuisement aussi. Ok. Et après, en termes de format, c'est-à-dire il y a les contenus, mais en termes de format, c'est plus qu'on a suivi des chemins parallèles
à la naissance des Comic-Con, qui sont des choses qui sont nées par des fans qui ont voulu se réunir. Et nous, en le faisant à Paris autour de la pop culture japonaise, ça a créé un chemin qui ressemble. Hein, quand vous regardez l'histoire de Comic-Con, comment c'est né, comment ça s'est développé, c'est vrai que si vous prenez l'histoire de Japan Expo, ça se ressemble, quoi. Mais c'est pas une inspiration, c'est vraiment juste que tous les marchés sont nés en même temps. Et le marché de la pop culture est né beaucoup plus tôt aux États-Unis et a été beaucoup plus marqué et puissant avant nous, quoi. Ne serait-ce que le cosplay dont je parlais, il faut quand même savoir que c'est plutôt un phénomène qui est né aux États-Unis qu'au Japon. Parce que souvent, les gens font le mélange, mais c'est avant tout des gens qui ont commencé à se déguiser en personnages de Star Trek, quoi, qui a vraiment lancé le truc. C'est pour ça que le nom, d'ailleurs, est pas forcément ultra japonais. Mais Comic-Con, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été. Quand on y a été, on a découvert un truc où on s'y retrouvait parce que c'était les mêmes univers qui nous plaisaient, etc. Mais dans la forme, c'est extrêmement différent en fait, parce que du coup, simplement les parcs d'exposition aux États-Unis sont tellement pas conçus de la même façon qu'en France que ils arrivent à avoir des trucs où en fait la zone où il y a tous les stands qui présentent, etc. est relativement petite parce que les centres de convention ont un hall pour ces stands-là qui est pas très grand. Et par contre, à côté, il y a des dizaines, voire des centaines de salles où tu vas avoir de la projection, de la conférence, etc. parce que c'est conçu comme ça. Alors c'est vachement bien parce que nous, quand on doit construire une salle pour arriver à l'isoler et que les gens entendent la conférence et pas forcément le stand d'à côté, on galère. Eux, ils ont des salles qui sont toutes isolées phoniquement, etc. Donc quand on est arrivé à San Diego avec tout le monde, on a fait « Comment ça Room 69, ça fait beaucoup ça quand même. » Ouais, et puis l'ambiance est différente par le fait que les centres de convention, ils sont construits sur des hôtels, donc les gens ils campent là-bas. Enfin, c'est pas du tout la même ambiance. Enfin, si l'ambiance se retrouve parce que tout le monde est là pour s'amuser, mais c'est pas du tout les mêmes impressions. Il y a plein de pièces, et puis ils ont de la programmation parfois qui dure jusqu'à des heures indues de la nuit. Ouais. Mais parce que si tu es fatigué, tu montes 10 étages et tu es dans ta chambre, quoi. Donc, le 3 avait fait un peu un même truc, je crois, pendant 2-3 ans, mais eux, ça avait pas marché, enfin, pour beaucoup d'autres raisons, mais je crois qu'ils avaient fait ça à une époque. À Comic-Con, ça marche bien. À San Diego, ça marche bien. Okay. On l'a vu. Ça marche pas bien. Mais c'était pour d'autres raisons, le 3, je me rappelle, surtout. Ok, bon, on va revenir du coup sur Japan Expo, on va se recentrer sur la convention qu'on connaît. On a parlé un petit peu maintenant de la création. Je voudrais savoir aujourd'hui comment on prépare une Japan Expo. Parce qu'aujourd'hui, ça a pris une ampleur telle qu'il y a des dizaines, des vingtaines d'invités, si ce n'est plus, avec les exposants, avec Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est quoi ça, il faut combien de temps pour préparer une Japan Expo et quels sont finalement il y a combien de personnes aussi qui travaillent sur le projet tout au long de l'année. Voilà, je voudrais savoir un petit peu, avoir un peu plus de détails sur comment on prépare une. Juste on va faire avant de se lancer. C'est un combat qu'on sait qui est un petit peu perdu, mais on y tient parce que ça nous fait un peu mal aux oreilles. On dit pas la Japan Expo. Voilà, il faut s'entraîner. Il faut juste dire Japan Expo. Ok, ouais, voilà. C'est le festival. C'est assez et du coup, nous, à chaque fois qu'on vous entend intérieurement, il y a des larmes de Donc, si on va essayer. On va faire le maximum. On en profite. On fait passer le message à tous ceux qui écoutent, s'il vous plaît. Pas la Japan Expo. Pas le Japan, juste Japan Expo. On va à Comic-Con, on va pas à la Comic-Con nous, et du coup on va à Japan Expo, on est parti tout de suite sur ce principe-là. Mais sinon, pour revenir plus sérieusement sur la préparation, je vais un peu biaiser la question parce que si on raconte comment ça se prépare aujourd'hui, ça se prépare pas en fait aujourd'hui, donc c'est triste. Mais on peut parler de comment ça se préparait avant, quand on avait tous une vraie vie. Donc si on parle de la préparation par exemple des 20 ans de Japan Expo, en dehors des trucs un peu spéciaux 20e anniversaire, généralement, on commence à réfléchir 2 ans en amont sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer au niveau de programmation. Parce que si on veut mettre en place une thématique, si on veut chercher certains artistes par nous-mêmes, il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour qu'ils soient dans les plannings. Le voyage en France, parce que les Japonais, ils n'ont pas beaucoup de vacances et ils n'ont pas beaucoup l'habitude de quitter le Japon. Au travers des 20 années de préparation de Japan Expo, je compte plus le nombre de fois où on a demandé aux gens de se faire un passeport, parce qu'ils n'en avaient pas, quoi. Donc, oui.
Mais alors, la première année que tu le fais et que tu découvres, quand tu prends le billet d'avion, que monsieur il n'a pas de passeport, bah, tu le notes et puis tu le fais plus jamais, cette erreur-là, parce que voilà. Mais voilà, en termes de programmation, grosso modo, on réfléchit thématique, possibilité d'inviter 2 ans à l'avance. Après, la préparation vraiment concrète, construction logistique, les plans, etc., c'est 1 an, quoi. C'est-à-dire que on termine le festival fin juillet, on a à peu près bouclé tout, on a envoyé tous les documents, tous les communiqués de presse, toutes les factures, tout ce qu'il faut. Et quand on prend le mois d'août en vacances et quand on revient en septembre, on se met à travailler sur l'édition suivante pour débriefer. Parce que la première chose à faire, c'est de se dire bon, alors comment ça s'est passé l'année dernière, tel événement, telle scène, tel machin, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, là on n'entendait rien, là on voyait rien, etc. Ok, la gestion des flux, et on débriefe tout ce qui s'est passé sur l'événement de l'été précédent, que ce soit au niveau du public ou même en amont, parce que la préparation du festival, ça commence 1 an avant, on est sur place 2 semaines avant l'ouverture, grosso modo. Et donc, en fait, les 4 jours d'ouverture au public, c'est super important. Mais pour nous, ça reste une toute petite partie. Donc, quand on fait le débriefing, on débriefe tout ce qui s'est passé sur l'année précédente et on note tout ce qu'on veut refaire parce que ça a bien marché, changer parce qu'on veut le refaire, mais il faut que ça marche mieux. Et puis, ce qu'on va juste pas refaire parce que c'était une bêtise. Et puis, voilà, quoi. Et là-dessus, ça dépend un petit peu, mais grosso modo, on est en moyenne entre 35 et 40 personnes, mais ça varie de 25 au début à 60 sur la fin, quoi. Voilà. Ok. Et ça, c'est sans compter les gens sur place. Voilà. Sur place, que ce soit les gens pour installer toutes les animations et autres, parce que ça a l'air de rien, mais quand on prend les halls, ils sont vides, hein, donc il faut tout construire, quoi. Donc on a pas loin, l'année dernière fois, c'était 450, 500 personnes, grosso modo, ça dépend comment on compte, qu'on embauche en direct. Donc tout ça, tous les gens qui ont les gilets rouges, voilà, on en voit bien en plus sur ta photo, c'est génial. Donc tous les gens qui ont les gilets rouges, c'est selon les années entre 4 et 500 personnes. Et puis à côté de ça, quand je dis on est 500, c'est sans compter les 300 agents de sécu, les techniciens, audio-vidéo, etc. Thomas, c'est combien le nombre au final? On avait compté tout inclus avec les prestataires, les exposants. Il y a 12 000 personnes qui travaillent sur un Japan Expo. Ah, quand même. On parle pas de visiteurs, hein. Enfin, ou du moins qui prétendent travailler. Après, il y en a peut-être qui sont au plan. Ah ouais, mais d'accord. Ok. il y a grosso modo 12 000 personnes qui bossent pour un festival sur la période dont parlait Jean-François, de 15 jours avant à quelques jours après. C'est beaucoup. Ah oui. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais quand on dit tiens, ici on va mettre une scène, il faut mettre un branchement électrique pour la lumière, un branchement électrique pour la vidéo, un branchement électrique pour le son, il faut mettre un asservissement, il faut faire venir une soumission de sécurité, etc. Et donc du coup, on se rend pas compte, mais il y a des tonnes de gens différents qui passent. Alors des fois, quand on dit 12 000, il y en a un, il est peut-être venu qu'1 heure. Hein. Il est venu, il a fait son truc, il est reparti. Mais en cumulé, ouais, c'est ça, c'est assez impressionnant. Incroyable. Mais en même temps, si vous ramenez ça au nombre de visiteurs, il y a une cohérence. C'est que quand on organise une fête quelque part, il ne peut pas y avoir une personne. Enfin, ça fait, je ne sais pas en mathématiques, Jean-François, là, ça ferait combien? Ça fait une personne pour 20. Voilà, c'est pas ouf en fait. C'est juste que la dimension de l'événement est telle que c'est ce qu'il faut. Et puis croyez-nous, hein, on optimise. Justement, les dimensions sont telles aujourd'hui, voilà, enfin aujourd'hui, en 2019, c'était la 20e de Japan Expo, si je dis pas de bêtises. C'est devenu, on peut le dire, je pense, gigantesque. C'est une des plus grandes conventions au monde. C'est quoi maintenant aujourd'hui la marge de progression pour Japan Expo? Vous pouvez aller où? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, entre guillemets, à moins de peut-être, je sais pas, déménager aux États-Unis ou au Japon, quoi, parce que est-ce que vous n'avez pas l'impression de limiter un peu, entre guillemets, ou non, déjà, il y a plein de places. Il y a plein de places à Villepinte. Ouais. Encore, quand même. Hein, Jean-François, il nous reste au moins 3, 4 on n'utilise pas le hall 1, 2, 3.
Voilà. Voilà. Ok, ça va, il y Bon, a de c'est la pas place. les plus grands, mais ça Voilà. fait un peu de place. Il y a des extérieurs. Il y a énormément de choses à travailler, à la fois sur ce qu'on peut présenter du Japon, parce qu'on n'a pas encore tout montré. Il y a plein de choses qu'on rêve de faire, hein, notamment, je sais pas, par exemple, notre troisième associé qui n'est pas là rêve de construire une maison japonaise pour montrer aux gens comment on vit au Japon, de reconstituer une maison japonaise. Non, c'est cool. On a plein de Ça. rêves fous comme ça. On a plein d'invités qu'on n'a pas encore eu. Et puis après, il y a ça, c'est pour la quantité. Et puis après, il y a la qualité de ce qu'on présente, ou comme disait Jean-François, on sort de l'événement, on remet un peu tout sur la table et on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça laisse des marges de progression, quoi. Il y a de quoi faire encore pour. On a prévu de venir avec nos petits déambulateurs sur le festival en se disant oh là là, tu te souviens hein. Donc, on a En de fait, quoi faire. Hein. Avec Thomas, on a assisté aux 40 ans de San Diego Comic Con et on s'est Ouais. dit qu'on voulait faire les 40 ans de Japan Expo. Donc voilà, ça c'est Ok. notre objectif. Mais après, je dirais qu'en fait, notamment depuis les 20 ans, on a beaucoup réfléchi, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. On s'est surtout donné comme objectif de pas forcément toujours vouloir plus. Parce que tu le disais, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Alors Thomas s'en rend un peu moins compte parce qu'il a beaucoup de journalistes, mais la partie visiteur, c'est plutôt ma partie. Donc le matin, quand il faut faire rentrer tout le monde dans les files d'attente, etc., c'est une pression non négligeable. Faut pas qu'à ce moment-là, il y ait le Wi-Fi qui saute parce que tu peux plus faire rentrer personne et là, c'est l'émeute. Donc, on en a conclu quand on a préparé le 20e anniversaire que le but du jeu, c'était que, ouais, voilà, 200, 250 000 personnes, c'est déjà beaucoup de monde et qu'on préférait en avoir des très contents entre 200 et 250 000 qu'en faire venir 300 000 où ça devient ultra compliqué à gérer pour nous parce qu'il faut recruter de plus en plus de gens pour accueillir le public. Que du coup derrière ça fait une pression de population qui est énorme, que ça nous oblige à agrandir toujours plus les allées, à agrandir toujours plus les stands, etc. Et que du coup, là, on rigolait, hein, mais quand on faisait les PITA, la première année à Japan Expo, on courait partout. Voilà. Je cours plus moi, hein, j'ai une moto, hein, parce que pour arriver à être partout à la fois, c'est la moto électrique, quoi. Et la moto électrique, à faire 30 ou 40 km par jour, c'est la limite, quoi. Après, la batterie, elle tient plus de toute façon. Et là, on a déjà, on a mis des nocturnes, on a commencé à gratter pour que les trucs ils soient en soirée, etc. Voilà. On avait essayé pour les 15 ans, par exemple, les 5 jours, en se disant, Ouais. c'est une bonne idée. Et tout le Voilà. monde nous a dit, c'est bon. 4 jours, c'est bien. 5 jours en termes de fatigue pour les exposants. Et les exposants, ils bossent, hein, mais ils ne se sont pas tapés les 10 jours de montage avant. Donc, les exposants, ils étaient rincés, quoi. Donc, la plus grande inquiétude qu'ils avaient quand on a annoncé qu'on allait faire plein de trucs pour les 20 ans, c'était qu'on refasse 5 jours. Quand on leur a dit ça sera que 4, il y a eu une espèce de grand ouf de soulagement. Il faut se rendre compte que le festival, il est fait de telle manière que les gens arrivent le matin et repartent le soir. Donc, en fait, vous créez une intensité qui démarre à l'ouverture, ce que vit Jean-François tous les matins, et qui va perdurer toute la journée pour les exposants, et jusqu'au point où c'est même difficile pour nous de faire sortir les gens le soir. Ça veut dire qu'il y a un moment où on leur dit, les gars, faudrait qu'on ferme, s'il vous plaît. Même à la fin, il y a les gens devant le métro, obligés de faire des vagues un peu pour entrer dans les métros. C'est vrai que c'est compliqué. C'est la difficulté, c'est qu'en fait, le matin, les gens commencent à arriver avec le premier RER à 6h30 et les portes, elles n'ouvrent qu'à 9h. Okay, donc déjà, on a 2h30 pour accueillir tout le monde, mais par contre, quand on met tout le monde dehors à 19h, voire 18 d'ailleurs, parce que normalement c'est 18, mais on a du mal, tous ces gens-là qui ont mis 2h30 pour arriver, ils se retrouvent tous soit en train d'attendre la navette pour aller au parking, soit en train d'attendre le RER. Donc pour eux, c'est pas ultra vivable. C'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va faire des nocturnes. Comme ça, il y aura des gens qui partiront en décalé, c'est pas mal. Mais c'est une logistique impressionnante puisque, en fait, une fois qu'on ouvre, il y a 80% des gens qui vont arriver entre 9h et 11h ou qui vont rentrer dans le festival. C'est-à-dire qu'on fait rentrer grosso modo 50 000 personnes en 2 heures. Et que c'est pour ça que souvent je dis aux gens, si vous voulez profiter de Japan Expo et que vous connaissez pas bien, venez après manger à 14h, il n'y a plus personne, c'est tranquille. Mais dans les files d'attente, dans les files d'attente, parce que à l'intérieur c'est une autre histoire. Mais voilà, il faut prendre en compte la dimension
limite logistique, hein, humaine, parce que là, on compte plus maintenant. On a le matin quand on ouvre, il y a peut-être 30 ou 40 personnes qui sont en train de biper les billets pour que ça défile assez vite, etc., que les gens rentrent vite, parce que quand ils sont arrivés à 6h30 et que ça ouvre à 9h, à 9h01, ils veulent être dedans, hein. Donc, ce qui est logique, hein, c'est aussi le service qu'on doit à nos visiteurs. Mais ça entraîne une logistique, une préparation qui est dingue. La partie accueil visiteur, c'est le plus gros pôle de l'organisation. Pendant les 4 jours, c'est environ 200 personnes, quoi, juste pour les faire rentrer, la circulation dans les salles, etc. Donc c'est un travail de dingue. Et puis tous ces gens-là, il faut les former, il faut les recruter, voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, le but du jeu, c'est plutôt on reste sur cette surface-là, on a mis quelques scènes en plus, on a amélioré les scènes. On veut améliorer la qualité, mais on n'a pas une envie d'avoir plus de monde, parce que 300 000 personnes, donc c'est encore plus, super, mais on fait plus la course à ça, c'est pas le but du jeu, on préfère qu'il y en ait un peu moins, qu'il y ait une meilleure expérience, et qu'ils aient tous envie de revenir. Alors jusqu'à présent, on touche du bois, hein, les statistiques depuis qu'on fait des sondages, donc ça fait quasiment une quinzaine d'années qu'on doit faire des sondages, mais ou une dizaine, on a toujours entre 90 et 96% des gens qui veulent revenir et qui sont très satisfaits. Donc, on veut rester là-dessus. Alors, tout le monde ne revient pas, hein, parce que sinon, on exploserait les chiffres, parce qu'il faut avoir les moyens. Il y a beaucoup de gens qui viennent de province, donc c'est une autre logistique aussi pour ces gens-là. C'est pas comme... Enfin, quand tu es parisien, tu prends ton ticket, tu prends ta carte imaginaire. Non, c'est plus imaginaire, pardon, je suis un peu vieux. Ça s'appelle plus imaginaire? Si, c'est toujours, non? Ah bon, oh, pardon. Tu parles de la carte orange, toi. Navigo, non, c'est pas ça. Navigo, mais en gros, pour les étudiants, c'est imaginaire. C'est toujours imaginaire. Ah, excusez-moi. Je suis rassuré. La dernière fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait eu un problème de transport. J'ai dit carte imaginaire, il m'a regardé avec des gros yeux. Je me suis dit, toi, il faut que tu mettes à jour ton vocabulaire. Donc, voilà. Mais toujours est-il que c'était quand tu es sur la région parisienne, c'est assez simple pour venir. Mais quand tu sais qu'il y a, c'est quoi, 60% des gens qui ne sont pas de la région parisienne, qui ne sont pas franciliens. Ouais. Ces gens-là, il faut qu'ils prennent leur hôtel, le train, voire la voiture. Certains qui viennent on a des gens qui viennent de Belgique, ils repartent avec la voiture pleine de sacs et tout ça. Enfin, c'est des logistiques importantes. Et faut avoir la capacité de les accueillir. Les parkings, ils sont pleins, les horaires, ils sont pleins. Si tu veux en mettre plus, j'ai des doutes qu'on puisse faire des trucs du style vous venez que l'après-midi, vous venez que le matin. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on passe tous ensemble une super journée. Ils sont venus, ils s'éclatent, ils vont voir un concert, ils vont voir un défilé, une prestation d'arts martiaux, ils vont faire leurs courses, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et puis voilà, et puis ils sortent de la journée, ils en ont plein les yeux et ils ont qu'une envie, c'est de revenir. Et puis voilà, c'est ça le but du jeu. Et au-delà de ça, Japan Expo aujourd'hui, c'est aussi devenu un point de rendez-vous en fait pour les gens qui sur internet souvent qui se voient pas forcément dans la vraie vie. Ouais. Japan Expo, c'est là où tout converge et où tout le monde va. Donc c'est un des points de naissance de Japan Expo en fait. Parmi les premières communautés de l'internet, il y avait la communauté des fans de manga qui se parlaient dans les chatrooms, sur les forums et ce genre de choses. Et Japan Expo est devenu un point de rendez-vous annuel. Ouais, on est de l'IRL de la communauté manga. Voilà. Ouais, c'est clair qu'on peut le dire. Et voilà, et ça donne aussi une responsabilité. C'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a des masses comme ça de gens, pour assurer une expérience de bonne qualité pour tout le monde, ça devient un casse-tête infini, quoi. D'ailleurs, chaque année, je me dis à chaque fois une chose avec Japan Expo, je me demande, est-ce qu'il a fait une seule fois pas beau pour une Japan Expo? J'ai l'impression que vous faites oui. Ah, c'est ok, parce que j'étais en mode on dirait que vous avez des rides vaudou, à chaque fois c'était du soleil, 40 degrés, Non. La pire expérience qu'on a eue, mais c'était passé assez anecdotique, il y a eu une espèce de micro-tempête sur Villepinte. Qui a fait déborder toutes les gouttières, et donc tu avais des trompes d'eau, tu avais le stand de No Life, ils avaient 5 cm d'eau dedans, et l'eau sortait des évacuations, et l'eau tombait du toit aussi. Et il y a un stand qui a perdu la moitié de sa surface parce qu'il y a tout d'un coup une trompe d'eau. Donc on a balayé à la raclette jusqu'à 2h du matin. Donc le lendemain, quand les gens sont arrivés, s'il n'y avait pas quelques exposants hallucinés qui nous avaient pris en photo en train de nettoyer la flotte, on n'y voyait rien. Mais par contre, on avait un peu les cernes comme ça, parce que voilà. Donc oui, des fois il a plu. Et puis il faut quand même savoir que
Maintenant, les files d'attente sont dans des halls parce que les premières années à Villepinte, on a eu quelques averses et que quand on faisait attendre les gens sur l'esplanade, c'est-à-dire que grosso modo, toute la zone où les gens sortent le soir, avant c'était l'entrée, il y avait la file d'attente qui était là. Et il y a eu 1 ou 2 années où on a eu de la pluie. En fait, quand il pleuve, les gens ils ont poussé toutes les barrières parce qu'ils voulaient rentrer se mettre à l'abri dans le hall. Et c'était pas très drôle à gérer parce que le public est relativement discipliné. Tu leur dis attendez s'il vous plaît, ça va. Par contre, quand ils sont en train de se prendre toute la sauce, tu peux pas leur dire attendez, là tu te fais manger quoi. Un visiteur mouillé, il n'est pas content. Et puis un cosplayer avec son costume mouillé. Il l'a encore moins. Voilà. C'est clair. On a eu des gens qui sont venus demander qu'on leur rembourse leur ordinateur portable qu'ils avaient dans leur sac à dos et qui avaient pris la pluie. Voilà. Donc non, on brûle des cierges, mais ça marche pas. Mais grâce au réchauffement climatique, on en a plus. Voilà, voyons quelque chose de positif dans tout ça. Ok. Donc on disait que Japan Expo, c'est clairement le point de rendez-vous, l'IRL, on va dire, des fans de manga. Pour plein de raisons différentes, c'est clair que c'est un grand centre commercial où tu peux acheter plein de goodies, plein de mangas, plein de choses comme ça, mais pas que. Et c'est une des questions que je voulais vous poser parce que c'est pour moi le gros point fort de Japan Expo et c'est pour ça que j'aime y venir. C'est les nombreux invités de qualité, pour la plupart du temps d'ailleurs, donc tout le temps on peut le dire. Les invités japonais, comment ça se passe un petit peu, voilà, je voudrais savoir comment vous avez à nous ramener des grands auteurs ou des grands animateurs ou ce genre de choses en France. Comment ça a commencé et aussi, vous pourrez nous dire peut-être l'invité qui vous a le plus fait plaisir à avoir, même si je suppose qu'il y en a plein. Mais d'abord, concentrons-nous sur comment vous avez fait pour nous ramener des Japonais de cette trempe tout au long de ces années. C'est très variable en fait. C'est-à-dire, selon les domaines, ça marche pas du tout pareil. Quand on parle manga ou quand on parle musique, ça n'a rien à voir la façon dont il faut travailler. Puisque grosso modo, aujourd'hui, pour tout ce qui est manga, il vaut mieux travailler avec les éditeurs français qui vont voir en fonction de leur actualité, qui on peut faire venir, etc. Parce que les éditeurs japonais qui s'occupent des relations avec les auteurs japonais, eux sont très protecteurs et donc du coup on fait venir un artiste en France que pour des raisons valables, qui sont souvent des raisons marketing et commerciales, parce qu'effectivement un auteur qui dessine dans un hebdomadaire, si pendant une semaine il est en France, il dessine pas et du coup voilà, il y a un manque à gagner. Certains. Donc c'est vrai que sur tout ce qui est auteur de manga, il va être très souvent nécessaire pour tout du moins les mangaka qui sont en activité de travailler avec les partenaires éditeurs français. Donc ça c'est plutôt Thomas qui va s'en occuper. On travaille avec eux longtemps à l'avance, à partir de leur programme. Et aussi, comme disait Jean-François, 2 ans avant, on décide des thématiques. On va leur soumettre et comme ça, s'il y a des choses qui tombent bien, on arrive à discuter avec eux. Ce sont souvent des co-invitations où Japan Expo s'implique dans la venue de l'auteur. Et c'est un travail. Alors ça, c'est un exemple d'auteur. Par exemple, Leiji Matsumoto. Alors lui, par exemple, il n'a pas du tout d'actualité, il est publié dans un hebdomadaire. C'est une autre histoire. C'est encore une autre aventure. Mais c'est vrai que ce sont des enjeux en général qui sont très, très, très complexes, puisque la venue d'un auteur se fait à l'occasion de la sortie d'une licence ou pour relancer quelque chose sur une série qui est un peu longue où il faut remettre un petit peu d'actualité. Donc, il y a des enjeux de promotion et de publicité qui sont assez forts. C'est assez amusant aussi parce que les mangaka, de manière générale, s'ils sont mangaka, c'est pas forcément parce qu'ils adorent voir du monde. Donc, il y a un travail à faire avec eux pour les rassurer sur le fait qu'ils vont avoir des fans qui seront là. Ce qui peut nous faire un peu rigoler quand on sait comment ça se passe en France. Mais pour un Japonais, nous, on a des Japonais très connus de la trempe de Matsumoto, mais c'est pas lui, qui nous ont dit, mais vous êtes sûr qu'il y a des gens qui viendront si jamais je me pointe? Et oui, vous inquiétez pas. Et derrière, toutes les infrastructures, voilà un autre grand monsieur, toutes les infrastructures qu'on met en place
de Dicas, lui non plus. Enfin, ça, bref. Là, on est dans les bureaux de Dynamique quand même. La Voilà. vitrine qui est derrière lui, c'est la salle de réunion dans laquelle Dynamique reçoit les étrangers. Voilà. Ok. Donc il y a un poster Japan Expo parce qu'on se l'est trimballé dans le métro et dans le taxi. Mais à la base, on est chez lui là. Donc, mais voilà, ces messieurs-là un peu plus âgés, c'est différent. Ils ont pris leur autonomie. Là, on les contacte en direct. Il y a assez peu d'éditeurs français au final qui ont forcément une actualité avec eux. Et même s'ils en ont, ces messieurs-là un peu plus âgés, ils aiment traiter en direct. Donc sur Gonagai, on l'avait eu il y a quelques années pour les 20 ans. Comme Goldorak est quand même à l'origine de la passion de beaucoup de gens, on voulait absolument l'avoir de nouveau. Matsumoto, c'était encore une autre histoire parce qu'il faut quand même savoir que c'est la 4e fois qu'il était invité à Japan Expo et que c'est par contre la seule invitation qu'on n'a pas lancée nous-mêmes. Cette fois-ci, il vient. Donc, c'est pas mal. Mais après, voilà, sur les animateurs, c'est beaucoup de contacts directs parce qu'on a des gens au Japon, on travaille beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Giner, par exemple, qui connaît pas mal d'animateurs. Et puis quand un animateur te présente un autre animateur, qui te présente un autre réalisateur, tu te crées des choses comme ça. Il faut savoir que ce qui nous a aidé aussi dans notre parcours, c'est que pendant plusieurs années, moi, j'étais directeur de collection pour IDP Home Video de 2002 à 2006 et Thomas s'occupait de la distribution pour IDP. Et donc, du coup, on a eu l'opportunité d'aller au Japon ou même à Cannes pour négocier des droits, etc. Et donc, on a rencontré pas mal de studios d'animation ou de sociétés comme ça. Et on a pu lier contact avec ces gens-là et puis essayer de faire venir Monsieur Kawamoto, Monsieur Minami, etc. Et réunir tout le monde, par exemple, pour les 20 ans de Cowboy Bebop. Et puis, on travaille vraiment, là, c'est du networking, quoi. C'est vraiment petit bout par petit bout, quelqu'un nous présente. Et puis, on fait, maintenant, depuis quelques années, on fait aussi des soirées au Japon, où on dit... on fait des soirées où on remercie les invités d'être venus, et puis on leur dit si vous voulez venir avec un ami qui n'est jamais venu à Japan Expo mais qui veut nous rencontrer, n'hésitez pas. Et Ça marche bien. on rencontre d'autres gens comme ça. La musique, c'est différent. La musique, ils ont toute une structure. On est très identifiés. Ils savent qu'on peut être un très bon tremplin pour les artistes. Ils vont nous envoyer des candidatures. On va rencontrer les managements. On va négocier les conditions de venue. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment des modes de fonctionnement très différents. Sur les artistes, par exemple, traditionnels, on a un agent au Japon principalement qui s'en occupe. Parfois, c'est même l'ambassade qui nous en propose. Donc, il y a énormément de façons de faire différentes là-dessus. Mais on parlait de l'animation, c'est vrai qu'il y a aussi eu un certain nombre d'animateurs qui sont venus par les éditeurs, parce que ce soit Atanime ou Dybex ou Kazé, etc., ils ont fait venir aussi des gens pour promouvoir une licence et autres. Nous, on est plus là quand on se dit, tiens, on va faire un anniversaire de telle licence, etc. C'est moins dans l'actualité, et c'est là que nous, on va plutôt démarcher nous-mêmes. On essaye toujours d'impliquer les éditeurs, mais c'est vrai que c'est pas toujours. Alors, par exemple, sur Tomino, effectivement, pour les 20 ans de Japan Expo, la licence Gundam, elle marche pas forcément beaucoup en France. En tout cas, elle n'a pas une aura suffisamment importante pour investir ce qu'on a mis dans ce projet-là. Mais c'était tellement important en termes de Bien parce sûr. que ça représente Gundam dans la culture japonaise, la pop culture japonaise, c'est tellement immense que voilà, on s'est dit bon bah il faut le faire pour les 20 ans, on n'a pas le choix. Tomino, il faut qu'il vienne au moins une fois, quoi. Et puis le truc qu'il y a, c'est que c'est bête à dire, mais ces gens-là ne sont pas éternels non plus. On en a eu beaucoup qui malheureusement nous ont quittés avant qu'on ait eu la chance de les avoir. Donc c'est vrai que là, sur certains projets, on prend un peu les devants en se disant bon bah allez, il faut qu'on y aille. Et des fois on bouge les éditeurs français, des fois on y va tout seul et puis on avance, quoi. Voilà. Et une grande affaire pour convaincre tous ces gens, quelle que soit leur origine artistique, c'est qu'on a fait un gros travail au Japon pour se faire connaître. Et on a profité de notre concept, qui est ce concept multithématique, qui a énormément intrigué les Japonais. Et du coup, ça a assez vite attiré beaucoup de médias japonais qui ont fait le déplacement jusqu'en France pour voir cet endroit où on est capable de mélanger les joueurs de koto et les mangaka et les catcheurs, quoi. Et du coup, ça fait des belles images qui ramènent au Japon pour montrer un petit peu l'influence du Japon à l'étranger. Et on a aussi fait un travail important
de représentation pour faire connaître le festival auprès des managers, auprès des grandes sociétés d'édition. On s'est servi de notre passé professionnel, ça nous a permis justement d'ouvrir des portes, mais c'est vrai que grosso modo, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment rassurer tous ces artistes. Il y en a beaucoup qui bougent assez peu. On ne parle pas des musiciens, évidemment, qui vivent de leur tournée, mais il y a quand même beaucoup d'artistes qui se déplacent assez peu, et encore moins aussi loin que la France. Et du coup, il y a un vrai travail de réassurance à leur faire pour faire en sorte qu'on leur garantisse que, d'une part, ils auront une audience, et que d'autre part, ça se passera dans de bonnes conditions. Donc, on se sert de notre histoire, c'est-à-dire de tous ces Japonais qui sont venus, qui sont repartis en disant « Oh là là, on a été super bien traités, c'était super cool ». Et puis après, c'est toutes les démonstrations que nous, on peut faire tous les ans. On se rend sur des salons, par exemple, où on va présenter Japan Expo. Et ça fait 20 ans, quoi. Enfin, pas 20 ans, parce qu'au début, on n'y allait pas, mais ça fait entre 10 et 15 ans qu'on va inlassablement à l'attaque comme ça pour dire voilà, Japan Expo, c'est ça, on fait ça comme ça. Rassurez-vous, ce sera bien fait, et ainsi de suite, quoi. Et du coup, pour vous, quels sont les invités que vous n'avez pas encore fait, vous en avez fait beaucoup. Voilà, l'invité un peu de rêve, la personne que vous voulez avoir dans une prochaine Japan Expo, ce serait qui là, un petit peu En comptant que tout est possible, il n'y a pas de limitation. Si, on prend que les vivants. Oui, voilà. On m'a déjà posé la oui, question ça, et. oui. Oui, bon, c'est un peu bizarre de. Ce sera un peu glauque sinon. Voilà. Ouais. Bon. Non, moi je reste sur mon Takehiko Inoue parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus aussi. Dans les gens qu'on a eu, moi je sais que quand on a eu Nagai la première fois, c'était fou. Puis après on a eu Clamp, fou. Puis après on a eu Ocho, oh là là. Et puis Urasawa, c'était aussi extraordinaire. Donc c'est des choses, c'est des souvenirs importants. Après le truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que dans l'organisation, on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de les rencontrer, de les côtoyer. Donc c'est vrai que en fait, on est content de les avoir, mais c'est très rare au final, parce que aussi ça fait partie de notre politique. On considère que les artistes sont là pour le public, donc on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de favoritisme pour le staff, et c'est même valable pour nous. Donc c'est vrai que par exemple, Monsieur Urasawa, qui est un de mes auteurs préférés, j'étais content qu'il vienne à la soirée de remerciement au Japon, parce que je ne l'avais pas vu à Paris, moi. Ah oui, quand même. Ouais, on voit beaucoup de Japan Expo en photo et en vidéo, quand même. Mais après, sans limite, il y a Toriyama, quoi. Ah Voilà. oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit le sans limite. C'est Voilà. que je pensais. Mais je suppose que vous avez quand même essayé de l'avoir, enfin, par le passé, enfin, vous avez fait Et on essaye toujours. Toujours. Là, on a été un peu limité par le Covid et ça nous ralentit, mais jusqu'à ce qu'on puisse plus, on tentera. Mais Vous vous y pensez, croyez que c'est possible, tiens, enfin, parce que nous, ce serait vraiment le, voilà. Moi, je pleure. Moi aussi. Mais il s'est déjà déplacé dans des manifestations en Europe, mais c'est vrai que déjà c'est pas C'est forcément compliqué. sa tasse de thé. Et puis aujourd'hui, il a tout ce qu'il veut comme il le veut. Donc c'est vrai qu'il faut trouver des moyens de les motiver. Il faut travailler avec ses éditeurs pour essayer d'avoir leur soutien. C'est un gros boulot. Et puis en plus derrière, le problème qu'il y a, c'est que on sait que ça sera une logistique de folie, parce que derrière, enfin déjà un japonais en temps normal, il veut savoir à la minute près son planning. Donc on leur fait des super trucs, et quand ils regardent les trucs, il n'y a pas de pause. Quand est-ce qu'il va faire sa pause cigarette, quand est-ce qu'il va aux toilettes, etc. Oh là, vous inquiétez pas, là il y a marqué pause, il peut faire cigarette et toilette, il n'y a pas de souci. Donc ils sont vraiment ultra carrés, il faut que ce soit tout aux petits oignons, pour qu'une fois sur place, généralement, ils en aient à peu près rien à faire, parce qu'ils font comme ils veulent, c'est eux les chefs. Mais en amont, il faut qu'on ait réglé le truc à la seconde près, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est même pour des artistes qui sont importants, mais qui n'ont pas la renommée de Toriyama. Donc, on sait que le jour où on arrive à avoir un go de Toriyama, par contre, on va avoir une charge de travail On de aura une dingue, équipe dédiée, quoi. un stress de dingue, et puis il va y avoir
tout le monde autour de la licence Dragon Ball qui va être sous pression aussi, parce que s'il vient à Japan Expo, bah, que ce soit Glénat, Abyss et compagnie, enfin tout le monde qui a un bout de Dragon Ball dans son catalogue va forcément transpirer à grosses gouttes. Et je pense qu'on va pas forcément beaucoup se faire aimer, parce que là, putain, Japan Expo, ils nous ont débloqué Toriyama, on va en avoir pour combien de temps de boulot, truc de dingue. Et les Japonais agissent de la même façon. Le truc qu'il y a, c'est que la section internationale au Japon, elle est pas ultra motivée, parce que t'imagines la pression, si jamais il se passe un truc, quand il l'envoie en France, c'est la faute du mec à la section internationale, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que c'est tout un tas de problèmes à gérer pour arriver à débloquer la situation. Si on essaye de le rencontrer, ça serait la solution. Si on arrive à le rencontrer, que on le motive et qu'il dise ah bah moi j'irais bien chez Jean-François et Thomas et ça a l'air sympa, eh bah, bingo quoi. Surtout qu'en plus, il pourrait y avoir travail. des sacrés risques de débordement, hein, parce que clairement, on dit Toriyama qui ne sort jamais, il arrive en France. Ah là, je pense que les États-Unis, l'Europe. On l'a touché du doigt sur certains invités. Hein, quand Miyamoto, par exemple, est venu, c'est quand même un monsieur qui est très rare, dans le grand public en tout cas, et ça a fait venir des gens de partout. Tous les professionnels qui touchent de près ou de loin aux licences Nintendo suaient à grosses gouttes avant l'événement, pendant l'événement, après l'événement. L'événement. Il y en a, je pense, ils se réveillent encore en sursaut aujourd'hui. Et puis voilà. Les gens de Nintendo France ne nous ont pas forcément beaucoup aimés pendant la période où Miyamoto était là, parce que ça leur a mis une pression de dingue. Il y a même eu cette formidable anecdote, je sais pas si tu te souviens Thomas, mais pendant la conférence, du coup, ils n'avaient pas trop confiance, ils se disaient ah les machines Japan Expo, ça va nous lâcher, on va mettre mon MacBook Pro à moi. Putain, la conférence, ça commence, au bout de 3 minutes, il n'y avait plus de MacBook Pro, l'enceinte elle avait cramé, donc il fallait changer de machine en 4e vitesse. Bon, j'étais content, c'était pas la nôtre, donc voilà. Mais ça a été des moments douloureux, quoi, parce que du coup, tu as tout répété 2-3 fois avec tout le monde et tout, et là, arrivé sur place, ça crame et tu fais putain. Et à la limite, le plus dur, c'est même avec des artistes qui ont une renommée hyper importante au Japon, mais qui sont pas forcément à ce niveau-là en France. Parce qu'à la limite, quand tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a Dieu sur Terre qui se déplace, bon, c'est dur, mais tout le monde s'y met. Hein, donc voilà, mais quand il y a quelqu'un qui est très très connu au Japon, qui est pas top connu en France, qui se déplace, et ben il y a le Japon qui est en panique, alerte rouge, tsunami, ce qu'on veut, et la France qui dit ok. et nous on est au milieu. Ouais, je vois Ah ça, c'est compliqué à gérer. Vous avez des exemples peut-être un peu d'invités comme ça? Bah, tout à l'heure, on disait Tomino par exemple, mais des trucs peut-être un peu plus actuels où c'est peut-être des auteurs qui ont pété vraiment au Japon, qui en France sont pas forcément confidentiels non plus, mais juste voilà, qui marchent, quoi, et comme ça vous avez senti une vraie différence entre le Japon et la France? Ne serait-ce que dans la musique, hein, quel que soit l'artiste musical qu'on a fait venir, on a eu des gens, enfin Yoshiki il remplit le Tokyo Dome, hein, la première fois qu'il est venu, on a eu des visites, des pré-visites et des machins de je sais pas combien de managers, de la garde du corps, etc. On était contents, hein, il a rempli, voilà, mais il y avait, je sais pas, la première année, il y avait peut-être 4000 personnes. Sauf qu'on avait préparé ça comme si on allait remplir le Stade de France, quoi. Ouais. Donc je le raconte souvent, mais il fallait un type d'eau particulier, il fallait qu'il arrive par là à telle heure, etc. La voiture, il arrive quoi? Mais c'est bleu foncé, c'est pas noir ça. Waouh, ok, on va changer la voiture, pas de problème. Alors heureusement, il est revenu plein de fois et il avait changé de management. Mais le management la première année, c'est une catastrophe. C'était horrible, quoi. Et en plus, on avait plein de Japonais qui n'étaient pas contents parce qu'ils nous servaient de contact. Et on avait eu l'opportunité d'avoir Yoshiki en direct. Donc, on avait squeezé ces intermédiaires-là. Donc, on avait le manager qui était super relou. Et puis, on avait les intermédiaires qui n'étaient pas du tout contents qu'on les ait évincés. Donc, du coup, on était... c'était pas génial la première année. Quand il nous a dit « je veux revenir », on a été le voir en mode un peu cash. On lui disait « bon, ok, mais alors ça, c'est plus possible, ça, c'est pas possible. » Et puis là, il a fait « ah, Thomas !» On a fait « ok, bon, c'est bon. On est devenus potes. Très bien, je savais pas. » Non, c'est clair. Bon, voilà, pour conclure sur les invités de Japan Expo,
C'est pour moi ouais, le gros point fort de Japan Expo. Donc, moi, quand je viens, c'est pour voir les conférences, c'est pour voir les invités parler. Et c'est vrai que, voilà, si vous nous regardez, c'est vrai que c'est des fois, je pense qu'à Japan Expo, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire que on peut passer à côté de certaines choses qui sont très très intéressantes. Donc, je vous conseille vivement de voir avant le Le Japan Expo. planning. Vous voyez le planning. Ouais. Faites-vous On les. recommande de préparer sa venue et d'utiliser l'application mobile Oui. Ouais, parce que qui a le planning et dans laquelle on peut sélectionner ce qu'on veut faire et ça rappelle. En disant, Ouais. ouh, faut aller là-bas. Ah non, mais clairement, mais Ah, c'est- Japan Expo, Il y pour a moi, beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça. Hein. non mais Japan Expo pour moi c'est 4 jours où je dois courir à droite à gauche d'un endroit à un autre, je fais des kilomètres à pied parce que je veux tout, enfin je veux faire un maximum, malheureusement je peux pas tout faire parce que c'est un peu compliqué mais il y a tellement de choses à faire que tu peux pas t'ennuyer ne serait-ce qu'une heure quoi pour moi, vraiment. Tu Ah peux oui. pas... Mais ça, c'est un truc que beaucoup de gens sont pas forcément au courant. Je pense à des gens C'est peut-être vrai. qui sont peut-être un peu moins impliqués, entre guillemets. Je dis ça sans être hautain, hein, mais voilà. Des gens peut-être qui s'intéressent de plus loin ou quoi, qui vont se dire, ouais, c'est sympa, on fait une IRL, j'achète un manga, machin, je veux des cosplayers, et qui passent à côté, en fait, que bah, t'as un concert de Kageyama à 50 mètres, quoi. Et c'est trop dommage, quoi. C'est vrai, donc on On, voulait le dire. on a eu un concert de Ichiro Mizuki. Alors, ça parle pas beaucoup aux jeunes générations, mais c'est quand même le mec qui a fait plus de 1000 génériques et qui avait quasiment les plus grands génériques des années 70-80 au Japon. Il est venu, il a fait son show, voilà. Mais je suis pas sûr qu'on le reverra un jour parce que déjà il est un peu âgé et puis il est très compliqué à bouger. Mais on a, bah, tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'on a des exemples de gens qui sont très connus au Japon et qui en France passent un peu plus inaperçus? Ouais. Ah bah ça c'était pas mal toi dans le genre parce que Ichiro Mizuki on avait galéré. La première année, enfin l'année où on a eu les AKB 48, tout le monde nous a dit c'est quoi ces filles les Eh oui, oui, elles AKB, sont venues. J'étais pas au courant. pourquoi vous faites pas venir les Morning Musume? Ah bah ok, très bien, mais les AKB, elles ont leur télé qui les suivent, elles ont leur émission toutes les semaines. Je vous assure, les AKB, c'est du costaud. Et puis après, elles ont cartonné avec Heavy Rotation et tout ça. Donc elles sont devenues énormes et on ne pouvait plus y toucher. Du coup, 2 ans plus tard, on a eu les Morning Musume. Là, on nous a fait quoi? Pourquoi les Morning Musume? Il faut faire venir les AKB. Alors, c'était il y a 2 ans. C'est pas possible ça. Ah, c'est vrai que c'est toujours quelque chose. Bah, Ok. les AKB, enfin des groupes de musique comme ça, quand vous voulez vous occuper de 16 demoiselles qui viennent souvent avec le manager, les coiffeurs, les machins, les bidules, du coup tu te retrouves avec un groupe de 50 personnes, etc. C'est beaucoup de boulot et parfois, effectivement, pour une reconnaissance du public qui est pas à la hauteur de ce qu'il y a au Japon. Donc du coup, tu as toutes les contraintes ultra importantes liées au fait que c'est des méga stars, mais t'as pas le retour en face. Mais après, on l'assume parce que maintenant, ça fait des années qu'on fait ça, et c'est la logique, c'est-à-dire que des fois on est en avance, des fois on est après, mais le but du jeu c'est de présenter le plus possible tout ce qui existe au Japon. Donc quand on a une opportunité, même si l'artiste a été connu et très apprécié il y a 2-3 ans, on préfère le faire venir en se disant voilà, on a eu l'opportunité de l'avoir, et puis bah, après, il y aura peut-être moins de fans que si on l'avait fait venir plus tôt, ou des fois on les fait venir, je veux dire, on les fait venir Golden Bomber. Golden Bomber, quand on les a annoncés, c'était genre, c'est quoi ces gens-là? Vous annoncez ça un groupe de rock, il y en a pas un qui joue de la musique dans le groupe. Ah oui, c'est un airband, effectivement. Sauf que les Golden Bomber, après, ils faisaient la pub pour NTT au Japon, quoi. Donc, et puis ils avaient leur émission, et puis ils étaient énormes, ils remplissaient le Tokyo Dome. Et voilà, parce que on les avait eus 3 mois avant qu'ils explosent au Japon. Mais quand on les a vus, nous, on a dit, ceux-là, ils vont cartonner. Hein. Ça, c'est sûr. Ok, ok, très très bien. Je voulais aussi aborder un autre point. C'est vrai que c'est un point qui n'est pas connu peut-être du grand public, mais Japan Expo, c'est aussi un lieu de rencontre entre professionnels, souvent Oui. entre les endroits japonais et les professionnels français ou européens, voire partout dans le monde, qui viennent pour rencontrer les Japonais. Et je voulais savoir quand est-ce que c'est devenu ça aussi Japan Expo d'un côté. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas forcément. À quel moment c'est devenu aussi un lieu où il faut être pour travailler finalement. C'est venu avec le temps, en fait. Plus il y a eu de Japonais qui sont venus sur le festival, parce qu'il y avait de plus en plus d'invités, notamment, et de plus en plus de curiosité, parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de journalistes japonais qui venaient, qui revenaient, qui repartaient au Japon, qui montraient des images de Japan Expo. Donc, on a eu énormément de gens du Japon qui sont venus voir Japan Expo. Et du coup, ils se sont mis à rencontrer, à discuter avec
les professionnels français d'abord, puis européens, qui étaient présents sur le festival. Et en fait, finalement, c'est exactement le même processus d'IRL que pour les fans, d'une certaine manière. Et nous, on a décidé de structurer ça au sein d'un espace, qui est le B2B Center, où on arrive à organiser des réunions entre eux, parce que on pense que ça fait partie un petit peu de notre mission en tant que Japan Expo, que d'aider les rencontres. Parce qu'il y a des rencontres qui sont assez évidentes entre ayant droit manga et ayant droit français et japonais, par exemple, européen et japonais, pareil dans l'animation, mais parfois ça a permis de faire des rencontres entre deux univers qui se connaissaient pas du tout, et d'avoir ces salles de réunion, ça nous permet de leur dire, bah écoutez, si vous avez quelque chose à discuter, allez là-bas, vous serez tranquille. Et Si je suis un tout petit peu plus chiffré, en fait, on l'a créé en 2007. Quand on a créé ces 5 events, on a arrêté ce qu'on faisait comme activité en négociation de droit pour IDP et puis pour Taifu Comics quand même, parce que à l'époque, on faisait la musique, le DVD et le manga. Et en 2007, en fait, quand on passe à plein temps sur Japan Expo, on applique un truc qu'on avait vu, c'est que la plupart des droits se négocient à Cannes, au MIP TV et MIPCOM. Sauf que là-bas, pour rentrer dans ces trucs-là, tu payes 1500 € ton badge. Waouh! Plus l'hôtel, plus machin. On s'était rendu compte avec Monsieur Huchez, qui était notre patron à l'époque, qu'au final, le billet d'avion plus l'hôtel pour aller à Tokyo, ça nous coûtait moins cher que d'aller à Cannes. Donc on allait en fait souvent plus au Tokyo Anime Fair. Pour discuter avec les Japonais. On n'était pas tout seul, hein. Les gens de Kazé étaient là, d'Ibex, etc. On avait tous vite compris le truc. Et quand on a repris Japan Expo, on s'est dit, si les gens du Japon viennent en France en juillet, ça leur donne un rendez-vous entre le MIP de avril-mai, enfin plutôt avril d'ailleurs, et puis celui du mois d'octobre. Donc ils ont une espèce de rendez-vous intermédiaire, c'est plutôt pas mal. Au niveau du manga, il y a deux gros marchés en Europe, c'est Bologne et Francfort. Pareil, ça leur donne un rendez-vous au milieu. Et du coup, ça leur fait un voyage en France. Au mois de juillet, c'est pas désagréable, ils se plaisent bien, et qui leur coûte pas plus cher, voire moins cher que d'installer leur stand. Parce que les Japonais, quand ils allaient à Cannes, en plus de payer l'avion et tout ça, il fallait qu'ils achètent le stand, ce qui leur coûtait un bras. Donc là, on leur proposait un endroit où ils pouvaient se réunir. Les salles de réunion, elles sont mises à disposition gratuitement. Et ça permettait de les avoir. L'autre avantage pour nous, c'était de se dire, quand ils sont là, ils voient le marché. Et donc, on fait du B2B, to C. Donc, on fait du pro à pro, et puis ils voient l'intérêt du public. Donc, on avait fait ça aussi parce que du coup, par exemple, avec certains studios, on négociait, ils venaient, et on avait en avant-première des nouveaux titres, ils pouvaient les diffuser, et puis ils pouvaient regarder, tiens, le public français n'a pas du tout été intéressé par ce truc-là, et ça leur donnait un peu la température, parce que si tout d'un coup, tu avais 3 éditeurs d'animés français qui sont intéressés par le titre, si toi, tu as vu que le public français réagit bien, tu sais qu'ils vont se battre, et donc tu peux peut-être faire monter un peu les enchères pour vendre ton produit plus cher. Et donc, du coup, on savait que ces gens-là, ils seraient intéressés par venir, et que si on avait leur appui pour faire venir des invités, pour faire venir des avant-premières, etc., on aurait plus de poids, quoi. Et ça permet aussi aux éditeurs français de valoriser leur action. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font sur le festival, ils peuvent le présenter en direct aux ayants droit japonais pour dire voilà comment on a travaillé votre licence, voilà comment on l'expose au public, et ça leur permet des feedbacks beaucoup plus directs. Ah, mais voilà, c'est vrai que je voulais aborder ce point parce que c'est quelque chose que je pense le grand public ne sait pas forcément. oui. Et c'est super intéressant en fait de se dire que Japan Expo c'est plus que juste une convention, c'est devenu un lieu de rendez-vous pour ramener peut-être des choses en France, des licences, des collaborations avec des licences japonaises. Donc c'était intéressant. Et c'est vrai que tu as cité un autre point, excuse-moi Jean-François. Je disais tout à l'heure qu'un des gros points forts c'était les invités, mais c'est vrai que j'ai pas parlé des avant-premières. Mais ça aussi, c'est une des grosses plus-values qu'il y a à Japan Expo, c'est que tu as des films ou des épisodes d'animé ou de séries en avant-première, et ça, c'est quelque chose. La dernière fois. Ouais, bien sûr, à ne pas rater. Avant même le Japon et avant. Ouais.
Ouais. Excuse-moi Thomas, tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé. Oui, mais je sais plus. Voilà. Désolé. Bah, on parle de ça, mais en jeu vidéo, la date du festival fait aussi qu'on est juste après l'E3. Donc en fait, la plupart des pros ont pu aller à l'E3, mais là, nous, on est la possibilité pour le public de mettre la main sur les jeux, de voir des démos, de Oui. voir des trucs. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité Aussi. d'aller Et, aux États-Unis, quoi. et le fait de croiser justement ces espaces B2B et les espaces fans, ça encourage ce genre de phénomène d'avant-première, puisque c'est tout ce que disait Jean-François, c'est à la fois un test, mais c'est aussi une manière de valoriser une licence, parce que quand on a une salle d'avant-première qui est pleine à craquer de fans, ça permet à l'endroit de dire aux Européens, bah regardez, ça va marcher. Ok, bon, c'est bon à savoir du coup. On n'a pas depuis tout à l'heure de Japan Expo, bon, du coup celle de Paris, celle qu'on connaît le plus. Il y a aussi sa petite sœur dans le sud, dont on peut parler aussi un petit peu. Ça fait combien de temps du coup que celle-ci existe et c'est quoi un petit peu voilà, les différences peut-être avec Japan Expo Villepinte Paris? Ça existe depuis 2009, Japan Expo Sud, en fait. Parce qu'effectivement, à l'époque où on s'est mis à plein temps sur Japan Expo, on a voulu répondre à l'attente du public, parce que depuis des années, on nous demandait de faire un truc dans le Sud, parce qu'ils ne voulaient pas monter sur Paris, c'était compliqué, etc. Et puis c'est vrai que historiquement, il y avait une convention qui s'appelait Cartoonist, comme je disais, qui avait lieu dans le Sud, donc il y avait une population qui avait été habituée, et puis avec la disparition de Cartoonist, il y avait un manque. Donc on a commencé à regarder dans le Sud. La principale différence, c'est que le public est différent. En fait, notre inquiétude, c'était de se dire, si on va le faire à Marseille, les Marseillais ne viendront plus sur Paris. Et on s'est rendu compte, dès les premières éditions, que grosso modo, 80% des gens qui allaient à Japan Expo Sud n'avaient jamais mis les pieds à Japan Expo Paris. Donc c'était des nouveaux. Et les 20% qui restaient, ils nous ont globalement dit, on viendra là parce que c'est à côté de chez nous, mais on restera à Paris parce qu'on ne peut pas rater Paris, quoi. Donc on C'est the s'est dit, place to be. c'est cool, on est capable de faire un deuxième événement, on peut tester des choses pour nous en interne, que ce soit opérationnel ou même que ce soit en termes de contenu, d'animation, etc. On peut tester des choses là-bas. On a un public qui est assez différent, qui n'a pas les mêmes attentes, qui est bienveillant et tout, donc c'est sympa. En plus, février-mars, on a de la chance, il n'a pas souvent plu. Il y a eu une journée de pluie en 10 ans. Donc, Contrairement à Paris. donc c'est vrai qu'on fait des trucs. Non, 2 journées, on en a une justement en 2019. Ouais, 19. Enfin, le public attend autre chose. Et ce qui est marrant, c'est même les exposants nous l'ont dit. C'est-à-dire, par exemple, certaines personnes qui vendent du manga ou de l'animé nous disent je viens pas avec les dernières nouveautés parce que le public il est plutôt à la recherche des trucs d'il y a 6 mois, 1 an. Il y a un petit décalage dans les attentes du public. Et puis à Marseille, on a quand même l'appui du consulat qui nous permet d'avoir des super espaces en partenariat avec la mairie de Marseille. On se retrouve à avoir un jardin japonais, le genre de truc qu'on n'arrive pas à avoir à Paris, par exemple. Wow. Et c'est un comportement de public qui est complètement différent. À Paris, on est quand même très fan, alors qu'à Marseille, bien sûr, les fans sont là, mais en général, notamment les plus jeunes, ils vont traîner leurs parents avec eux. Parce que s'ils viennent d'un peu plus loin que Marseille, il faut qu'ils viennent en voiture et ainsi de suite. Donc du coup, ça donne des populations où vous avez les fans qui savent très bien pourquoi ils sont là, puis une autre partie de la population qui découvre la culture japonaise de manière générale, parce qu'ils n'y ont jamais été confrontés avant. Donc il y a des phénomènes de curiosité qui sont assez forts. Enfin, c'est assez cool. Le dimanche, on a plein de petites dames, 70, 80 ans, qui viennent voir parce qu'ils ont eu un prospectus qui leur a dit qu'il y avait un truc sur le Japon et qui viennent voir ce que c'est. Donc, elles doivent plus trouver leur plaisir sur le jardin japonais que sur les boutiques ou sur le cosplay, mais elles repartent toujours avec le plaisir. Moi, je sais qu'il y en a régulièrement qui disent je reviendrai l'année prochaine avec mes petits-enfants. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Et du coup, on a cet effet sortie en famille. Il se passe un peu moins de choses qu'à Paris aussi, là-bas. Donc, notamment pour les jeunes, la mairie nous l'a souvent dit, c'est bien d'avoir un événement jeune. Donc du coup, on a des gens un peu moins fans peut-être, mais qui viennent là se promener. Puis on leur propose un contenu un peu différent aussi. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas attirer les mêmes invités sur un événement plus petit, moins stratégique, etc. Donc ça nous permet de faire des choses différemment. On travaille pas mal aussi avec
les vidéastes du web et des choses comme ça. Sur Marseille, ça marche pas mal. Depuis les 2 dernières éditions, on a pris l'amphithéâtre, donc du coup on a un super amphithéâtre de 1200 places pour faire les concerts et autres. On a même fait une avant-première de film avec Wakanim et tout ça, ça donne des trucs vraiment, vraiment sympas. Mais après, on voit qu'effectivement, si on fait la programmation de Marseille en ayant en tête les attentes du public de l'édition parisienne, bah, généralement, on se plante, quoi. Il faut vraiment l'adapter, quoi. C'est clair. C'est intéressant ça. Bah ouais, c'est J'aurais vrai pas que pensé. c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant et ça s'est jamais démenti. C'est-à-dire que c'était pas genre parce que c'était au début, puis après ça s'est toujours confirmé comme ça et on pense même qu'il y a des gens parmi les plus fans qui en découvrant Marseille après. Il y, ont envie y de en a un voir, certain nombre qui nous disent on vient là, mais pourquoi il n'y a pas ça comme à Paris, etc. Bon, on continuera à aller à Paris. Et du coup, ils étaient venus pour la première fois à Marseille, et c'est seulement en allant sur Paris qu'ils se rendent compte que, effectivement, Japan Expo, ça peut être encore autre chose, quoi. Et est-ce que du coup, est-ce que ce genre de choses, ça vous encourage à potentiellement faire d'autres Japan Expo ailleurs, que ce soit en France ou ailleurs dans d'autres pays? En Ou Belgique. est-ce que c'est des choses que vous voulez, que vous prévoyez ou pas du tout et vous voulez rester sur ce que vous avez déjà? On l'a fait, hein. On en a fait un paquet même. Parce qu'on a fait, en restant en France, on a fait Orléans pendant 2 ans. Mhm. Et puis on a fait la Belgique pendant 4 ans. Et puis on a fait les États-Unis. On a été à San Francisco Ah, ça, je savais pas. Ok, d'accord. pendant Sympa. 2 ans. Et San Francisco, s'il y a bien un endroit où on aimerait retourner, c'est là-bas, je pense, parce que c'était magique, quoi. À San Francisco, il fait 28 degrés en hiver, donc quand tu vas au mois de décembre, c'est sympa. Et du coup, on avait fait un festival avec 90% des espaces en extérieur, grosso modo. Donc du coup, ça donnait une ambiance extrêmement différente. Et la baie de San Francisco a la particularité d'être une des plus grosses communautés japonaises hors Japon. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une quantité d'artistes musicaux traditionnels, etc. Il fallait juste leur payer la place de parking et un peu d'essence, et non pas le billet d'avion. Donc d'un coup, on s'est retrouvé à pouvoir faire des trucs à San Francisco qui étaient beaucoup plus ambitieux que ce qu'on arrivait parfois à faire en France, parce que quand tu dois déplacer toute une troupe de danseurs traditionnels depuis Tokyo, c'est pas la même histoire que quand tu les as dans la ville d'à côté, quoi. Ok, d'accord. Bon, voilà, vous savez que maintenant que les Japan Expo a existé à San Francisco 2 fois du coup, à 2 reprises. 2 fois dans 2 villes différentes, parce que la baie de San Francisco c'est un petit Ouais. peu particulier, mais voilà. Et après on aimerait pouvoir se redévelopper, mais l'édition parisienne est devenue tellement gourmande en temps, en énergie, et parce qu'on parlait des contacts, chose qu'on n'a pas forcément précisé, mais depuis 2013, c'est ça, on avait un bureau au Japon avec des gens là-bas qui nous représentent, qui varient entre 1 et 4 personnes. Avec la pandémie, on est tombé à 0. mais voilà, on avait un bureau au Japon. Et c'est vrai que ça favorise quand même beaucoup les relations, les échanges, et ça nous permet de toucher un public, enfin des professionnels et un public différent, d'avoir ce bureau au Japon. Tu vas parler de la pandémie, je pense il est temps de faire la transition en parlant Le avec sujet ce qui qui fâche. ouais, Quelle transition! ouais, ce qui nous est tombé Bravo. dessus depuis maintenant J'ai pas bien entendu. On parle du pain de mie, Hein. grillé, s'il Si vous plaît. seulement. Si seulement, Si effectivement. seulement, ouais. Et je pense plus pour vous que pour n'importe qui d'autre, parce que malheureusement, Japan Expo n'a pas eu lieu depuis 2 ans. maintenant 2 ans. Comment vous avez été impacté, parce que vous, c'est du frontal, quoi, c'est du direct, c'était des événements IRL, et malheureusement, on pouvait plus se regrouper ne serait-ce qu'à 6 personnes, on pouvait plus, alors à 300 000, 200 000, c'est inimaginable. Comment On vous peut avez toujours vécu pas, hein. comment vous avez vécu cette crise, tout simplement? Comment vous la vivez du coup, vu que Oui, encore, comme tu bien dis sûr, Thomas, c'est pas fini, quoi. Donc, bien sûr. Alors déjà, ouais, c'est pas fini. On a commencé à la vivre sur Marseille, parce que la Oui, 11e édition de Japan Expo Sud en plein milieu. a eu lieu début mars 2020, donc juste avant qu'on soit dans la première vague confinement, etc. Et en fait, le samedi soir
de Japan Expo Sud, il y avait Édouard Philippe qui annonçait que les événements de plus de 5000 personnes étaient interdits dès le lendemain. Donc, t'es un peu comme un couillon parce que couillon, c'est du Sud. Mais tu te retrouves le samedi soir à réfléchir avec les gens du parc et quelques contacts à la préfecture. Comment tu fais pour ouvrir le dimanche, quoi? Parce que en fait, la question, elle se pose pas à très long terme. Là, c'est vraiment comment on fait pour respecter. Et du coup, le problème, c'est que ça tombait de nulle part. Les préfets, ils savaient pas trop quoi faire. Donc, en fait, on était un peu laissés dans notre jus et c'était à nous d'inventer un truc. Donc, dans la nuit, j'ai appelé mon prestataire informatique. On a développé un système. Enfin, on a rajouté un module dans le logiciel qui nous permet de contrôler les billets, qui faisait que j'avais un joli écran qui disait là, il y a tant de personnes qui sont rentrées, là, il y a tant de personnes qui sont sorties. Et j'ai pu montrer aux policiers qui étaient venus contrôler que j'étais capable de contrôler le nombre de personnes qui rentraient dans le festival. Et c'est formidable. Mais du coup, on s'est retrouvé le dimanche à dire aux gens qui venaient acheter sur place, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de chances que vous puissiez acheter un billet parce qu'on va être limité à 5000. Parce que c'était 5000, mais 5000 par bâtiment, 5000 en tout. Est-ce que les extérieurs comptent? On ne savait pas, quoi. Donc, du coup, on a discuté beaucoup avec les policiers qui venaient, etc. Et puis, au final, à partir de, je crois que c'était midi, un truc midi 13h, on nous a dit, bon, bah, vous contrôlez bien vos flux, les allées sont assez larges, on vous fait confiance, faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc, on a eu le go, mais façon mission impossible, parce que c'était un go, on nous dit, vous pouvez y aller, mais on ira avoir eu cette conversation avec vous. Donc, si jamais vous êtes chopé, machin truc, ça ne sera pas notre problème. Nous n'avons pas connaissance de vos agissements. Voilà. Donc, on a pris à ce moment-là la décision d'être raisonnable. On a ouvert on a dû ouvrir une caisse, histoire de faire rentrer les gens qui attendaient. Et puis, on a fait rentrer un petit peu plus de gens. On était entre 5000 et 5500 personnes toujours pour voilà, mais on avait, enfin, il faut quand même savoir qu'on avait 27 000 mètres carrés, 33 000 mètres carrés, pardon, 33 000 mètres carrés sur Marseille, dont 10 000 en extérieur. Donc franchement, comme en plus à ce moment-là, on parlait pas de masse, de machin, enfin, on était très loin. On était assez serein parce que ça circulait bien. Et en fait, les gens qui sont venus le dimanche étaient plutôt contents parce que comme il y avait moins de monde, on circulait mieux, ils ont plus eu l'occasion de s'approcher des stands, de faire les animations et autres. Et les exposants étaient ravis parce qu'en fait, ils ont même limite fait un dimanche mieux que le samedi parce qu'effectivement, les gens étaient plus à même de circuler. Donc ça a commencé comme ça, et puis 15 jours après, on se retrouvait confinés chez nous, et puis un mois après, on se retrouvait à se dire, bon, bah, on pourra pas faire le salon parce que le président venait d'annoncer qu'il n'y avait pas d'événement avant le 15 juillet. Et donc, on avait lieu début juillet. On était baisés. Donc ça a commencé très, très dur comme ça, parce qu'il a fallu tout de suite travailler sur un report, rembourser les gens qui ne pouvaient pas garder leurs billets, rembourser les stands qui ne voulaient pas les garder, etc. Faire les business plans de survie. Voilà, et puis tout de suite, en parallèle, il fallait faire des business plans pour emprunter de l'argent à la banque, parce qu'on n'a pas une trésorerie qui nous permet de vivre 2 ans sans rien. Puis toutes les aides de l'État n'étaient pas encore forcément sorties, tout ce qui est histoire d'activité partielle et compagnie, c'était pas encore bien clair. Donc voilà, on a passé les premiers mois comme ça à discuter avec les banquiers, à emprunter de l'argent, à réduire les coûts où on pouvait. On arrivait à en annuler les lignes téléphoniques qu'on pouvait, les lignes internet, les machins. Enfin, on réduisait les coûts au maximum. Quoi. Et puis voilà. Et puis après, arrivait le truc un peu fatidique de l'été où on avait embauché des gens en CDD parce qu'on avait prévu la montée en puissance. Bon, bah, fin d'été, ces gens-là qui avaient espoir que leur travail nous ait convaincus de les garder, bah, vu qu'ils n'avaient pas pu travailler, on a été obligé de se séparer d'eux. Et donc, du coup, on se retrouve quand même au mois de mars à être, on était quoi, 42, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et on se retrouve en septembre à être plus que 25, quoi. Donc, ça fait, enfin, 23 d'ailleurs. Ah oui. 25, 23. Ouais, ça dépend un petit peu des histoires de préavis, tout ça, parce que du coup, on a été amené à pas prolonger certains contrats, on a été amené à licencier des gens pour traverser la tempête, quoi. Sachant que pour nous, la tempête, c'était de tenir bon jusqu'au mois d'octobre 2020 pour pouvoir recommencer et se lancer sur Marseille en février 2021. Ce qu'on n'a jamais vraiment pu faire parce que chaque mois, en fait,
on a annoncé à nos employés que la situation sanitaire se dégradant, on allait décaler d'un mois la reprise au travail, etc. Donc, on a vécu comme ça tout le temps. Et puis, le pire, ça a été la deuxième annonce de report, quoi. Parce que c'était quoi? Mars, avril, là? Fin mars? À ce moment-là, Fin mars. vous pensiez potentiellement pouvoir encore la faire, cette Japan Expo, en 2021? On s'était donné comme échéance que c'était pas idéal, mais on était capable parce qu'on n'organise pas forcément Japan Expo comme toutes les grosses foires, genre foire de Paris, Salon du Livre, etc. On est capable de faire ça en mode plus à l'arrache, on va dire, mais toujours aussi quali, parce qu'on est tous des passionnés. Donc s'il faut se donner à fond pendant 4 mois, alors qu'il aurait mieux fallu en avoir 6 pour le préparer. Voilà, donc on s'était donné le 1er avril comme échéance, sauf qu'à mi-mars, les infos qu'on avait, elles n'étaient pas bonnes. On voyait bien que ça serait très compliqué. Et même si certaines personnes, début mai, nous ont recontactés en disant « Ah bah, vous avez vu, le gouvernement vous donne l'autorisation à partir du 30 juin, il n'y a plus de problème. » Voilà, là, on savait que de toute façon, fin mars, on avait pris notre décision et on n'avait plus le temps de préparer parce que, on vous l'a expliqué, vu la quantité de gens qui travaillent, vous imaginez bien que ça ne se prépare pas en 15 jours. Donc, à fin mars, on a décidé de... Vas-y. Et puis quand on vit dans une période de flottement comme ça, c'est difficile de mobiliser tout le monde. Ça veut dire que bien sûr, il y a des envies. Tout le monde, le public a très envie de venir, mais il y a beaucoup de jeunes, par exemple. Est-ce que les parents auraient envie que leurs enfants aient dans un endroit où ils ont l'impression qu'ils puissent prendre des risques? Les exposants, ils ont leurs problèmes à eux, parce que même si nous, on l'a pris de face, en frontal, comme vous l'avez dit, tout le monde est touché par ce truc-là. Donc du coup, ils ont leurs problèmes à gérer. Donc rien n'était fait pour que ça puisse se passer de manière sereine. Et puis ça nous donne raison, quoi. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas eu cette phase de vaccination massive qu'on nous a promis longtemps et qui est en cours, là, ça a l'air de marcher pas mal, ce sera difficile d'avoir une maladie contrôlée à un point où tout le monde est serein. Parce que nous aussi, ce qu'on s'est dit avec l'équipe, c'est qu'on n'allait pas faire un Japan Expo à tout prix. C'est-à-dire, c'est bien, mais ça sert à rien de faire quelque chose avec une expérience toute dégradée. On disait, on est à la réunion IRL. Qu'est-ce qu'on fait une réunion IRL si personne ne peut s'approcher, personne ne peut s'asseoir, personne... Enfin, ça veut rien dire, quoi. Vous parliez invité. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Concrètement, on était capable de faire Japan Expo et d'accueillir des gens, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de japonais cette année. Donc forcément, là, c'était plus possible. Donc non, on a voulu y croire parce que on avait besoin d'y croire aussi, je pense, dans un certain sens, parce que, enfin, on s'était dit bon, on passe le tour une fois, c'est pas grave. Certains ont même trouvé que ça faisait du bien de souffler un peu, mais comment dire, on s'est jamais dit qu'on allait le faire 2 fois, parce que là en plus, c'est vrai que c'est un peu dur parfois pour nous à entendre. Les gens font ah là là, ça dure depuis tant de temps, mais nous là, on vient d'effacer 2 années complètes, parce que si on parle un peu chiffres, sur un chiffre d'affaires comme celui de la société, faire Marseille, c'est rentrer 10% du chiffre d'affaires. Faire Paris, c'est rentrer 90%. Wow. Donc, quand en 2020, tu fais que Marseille, tu vois que tu as un léger souci économique. Voilà. Donc, Et un Marseille dégradé. Évidemment que passer Paris, il fallait qu'on emprunte de l'argent, etc. Voilà. Ok. Passer Paris 2 fois, par contre, là, c'est vrai qu'on a essayé de pousser le truc au plus loin en se disant, on peut pas ne pas le faire, quoi. C'était impensable. Et puis, on a refait d'autres plans parce qu'on voyait bien que ça n'allait pas dans le bon sens. On a trouvé des solutions pour essayer de se mettre en hibernation jusqu'à la reprise à la rentrée, parce qu'on espère que cette fois-ci, en octobre, on va vraiment pouvoir s'y remettre. Qu'on va pouvoir recontacter les gens, leur proposer des stands, des billets, etc. Et puis contacter des Japonais pour qu'ils viennent l'été d'après, parce que c'est vrai que là, les Japonais qui sont très frileux, quand en plus tu leur proposes de venir dans ces conditions sanitaires, il n'y a plus personne qui vient. Ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que pour la prochaine, et on espère qu'en 2022, vraiment, on croise les doigts pour qu'il y ait une Japan Expo. Est-ce que ce sera une Japan Expo comme avant, finalement,
j'ai envie de dire. C'est compliqué aujourd'hui, hein. On ne sait pas vraiment, on sait pas ce qui peut se passer dans les mois, semaines, mois à venir. Mais C'est très difficile de se projeter. On a connu Japan Expo avant et après les attentats aussi, par exemple. Parce que, mine de rien, quand il y a eu le Bataclan et compagnie, derrière, nous, ça a changé notre vie. Je veux dire, actuellement, le hall 8 dans lequel les gens rentrent en premier, où il y a tout un contrôle de sacs et toutes les histoires de fouilles et compagnie, ça n'existait pas avant. C'est vraiment lié à ça. Et donc, forcément, qu'il va y avoir une façon différente de faire des événements. On espère que ce sera la moins différente possible. Parce que si c'est scanner un pass sanitaire en plus de scanner un billet, je pense que tout le monde sera content de se retrouver. Si par contre, ils nous demandent d'avoir des espacements de X mètres entre chaque personne, entre chaque stand, etc., là, moi, les protocoles qu'il y a pour les événements qui peuvent avoir lieu cet été font que j'ai aucun regret d'avoir reporté Japan Expo parce que effectivement c'était intenable. Je veux dire, il y a certaines phrases quand tu lis le truc, tu comprends. Tout objet qui aurait été touché par un visiteur doit être nettoyé avant d'être remis à disposition d'un autre visiteur. Donc tu imagines le mec qui vend des mangas. Tiens, il a été feuilleté, je vais mettre du gel hydroalcoolique dessus et je vais le remettre en vente. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Au bout d'un moment, le gel hydroalcoolique, à mon avis, ton manga il est plus vendable, mais ça c'est une autre histoire. Donc non, c'est pas tenable, c'est pas réaliste. Donc il faut qu'on nous donne des conditions, même s'il y a effectivement des restrictions qui font que ça sera différent. Tout comme on a accepté ces histoires de fouilles, d'objets qu'on n'avait plus le droit de faire rentrer et compagnie, parce que pendant longtemps, même si tu amenais ta bouteille d'eau, les bouteilles d'eau elles finissaient dans les bennes à ordures parce que c'était interdit, ça pouvait pas être forcément de l'eau, etc. Donc c'était un travail ingrat qu'on faisait faire aux agents de sécu ou à nos staffs parce que on avait des restrictions qui faisaient qu'une bouteille d'eau n'avait pas le droit de rentrer. Et les visiteurs comprenaient pas pourquoi ils pouvaient acheter la bouteille d'eau beaucoup plus chère à l'intérieur. Parce que les bouteilles d'eau à l'intérieur, elles ont été contrôlées, elles sont censées être certifiées, on sait que c'est de l'eau, et puis voilà, quoi. Donc il y aura peut-être des mesures comme ça, et j'espère que ça sera tout, parce que sinon, effectivement, les histoires de jauge, c'est très compliqué à envisager, quoi. je sais qu'il y a beaucoup. Excuse-moi, vas-y, Xela, je te laisse poser la question. Bah, est-ce que par contre, du coup, je suppose que bon, c'est dur de se projeter, mais est-ce que vous avez peut-être déjà un peu des ambitions, au moins? Est-ce qu'on serait plus proche dans ce que vous souhaiteriez faire, c'est quoi? Une Japan Expo normale, peut-être une Japan Expo un peu, ça fait 2 ans qu'on n'est pas là, un peu pas All-Star, mais vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, moi j'ai vu beaucoup des inquiétudes au niveau du prix des billets, vu que forcément il y a eu 2 ans d'absence. Est-ce que le prix des billets risque potentiellement d'exploser ou pas? C'est à ce niveau-là, par exemple, ça va être comment? Bon, ce que vous pouvez prédire déjà un peu entre guillemets. Les prix des billets, on les a fixés pour l'édition de 2020 à la base, et on les a décalés. On a juste rajouté un palier parce qu'il y avait différents paliers de prix en fonction du moment où tu t'approchais du festival. On n'a pas prévu d'augmenter parce qu'on pense qu'on a des tarifs qui sont corrects. Après, le truc qu'il y a, c'est que si demain, quand on reprend notre activité, on découvre que pour construire une scène, c'est plus 200 000 euros, mais c'est 300 000 euros qu'elle va nous coûter. Il y aura forcément un moment donné où il faudra qu'on prenne des décisions. Nos décisions, elles sont plutôt dans l'idée, dans ce cas-là, de peut-être d'avoir un peu moins de scènes, parce qu'on préfère regarder la qualité. On en avait combien? 17 au dernier? 17. Ah oui, bon, voilà, on peut peut-être en avoir que 12, tu vois. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais c'est vrai que on va plutôt être là-dedans. Après, il y aura peut-être un peu moins d'invités parce qu'ils ne vont pas forcément avoir tous envie de se déplacer, qu'un invité, ça coûte cher, etc. Donc, on va essayer de faire en sorte de conserver vraiment l'ADN du festival. Parce que c'est ça l'idée. C'est aussi ça qui fait qu'on n'a pas voulu le faire cette année, parce qu'on commençait à être loin de l'ADN d'origine. Ok. Ah, Tu mets Thomas, ton micro. on t'entend pas. J'entends, ouais, ok, c'est bien, je savais pas de chez moi, on t'entend pas. Allô, allô? Oui, c'est bon. Oui, C'est bon. Là, vous m'entendez? Oui, on c'est t'entend. Oui. Bon. J'ai rien fait. En fait. Vive l'informatique. Je disais, oui, quelles que soient les cartes qu'on nous donnera, on fera en sorte de fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs. Il n'y aura pas. Mais aujourd'hui, on est incapable de vous donner ne serait-ce
un aperçu de ce qu'on pourra faire. On a écrit beaucoup de scénarios. Hein. Est-ce qu'on a des Japonais ou pas? Est-ce qu'il y a tous les exposants qu'on veut ou pas? Est-ce qu'on est obligé d'espacer les visiteurs ou pas? Donc, on prévoit beaucoup de scénarios, mais jusqu'à aujourd'hui, tous les scénarios qui ont été écrits ont plutôt été balayés par la crise. Donc, on a pris la décision de ne pas forcément les partager tant qu'on n'est pas certain de se dire, bon, bah voilà, ça c'est la manière dont ça se passera, mais on communiquera aussi en transparence avec les gens sur ce qui va se passer sur le festival. Nous, on nous a demandé, par exemple, on a répondu à une enquête du gouvernement sur le fait de savoir si nos visiteurs seraient prêts à porter un masque ou pas. On leur a dit, bah, ils sont déjà masqués, c'est juste qu'ils sont peut-être pas FFP2, les masques de Pikachu et compagnie, mais ils sont déjà masqués. Donc, le truc qu'il y a, c'est que le gouvernement et puis les syndicats de foires et salons, ils vont trouver des protocoles sanitaires qui vont aller à la grande majorité. Maintenant, il va falloir savoir comment on les adapte à Japan Expo parce qu'on est un petit peu atypique dans le panorama des événements français, donc il faut qu'on adapte ce qu'ils nous proposent. Et voilà, après les augmentations de prix et autres, c'est des choses peut-être auxquelles on sera contraint, mais on va pas multiplier par deux les billets. Enfin, toi, on a toujours été raisonnable là-dessus. C'est-à-dire que l'autre fois, on me disait les prix des billets ont vachement augmenté. Donc j'avais été voir. Et en fait, j'ai vu que pendant 3 ans, on n'avait pas touché les prix des billets. Et effectivement, pour les 20 ans, on les avait revus à la hausse parce qu'on s'est aperçu d'un truc un peu bête. On parlait d'Anime Expo l'autre fois. Tout à l'heure, on parlait d'Anime Expo. On s'est rendu compte qu'Anime Expo, qui fait moins de visiteurs que nous, a quasiment c'était quoi les chiffres, Thomas? 4 fois plus de budget 4 fois plus de budget que nous. C'est-à-dire que, grosso modo, la billetterie de Japan Expo, ça représente 3 millions d'euros. C'est une somme conséquente. Mais sauf qu'à Anime Expo, on les connaît bien. Eux, pour faire quasiment moitié moins de visiteurs, ils ont 12 millions d'euros. Donc, c'est pas que j'ai envie de m'acheter un jet privé. Mais quand tu as 12 millions d'euros, effectivement, il y a certains artistes, par exemple dans la musique, il faut payer des cachets, etc. Donc, plus les artistes sont prestigieux, plus ça coûte cher. Donc, forcément, quand les manifestations en face de toi, parce que Anime Expo, c'est en même temps que nous. Donc, quand on est en train de discuter pour faire venir un artiste et que eux, ils proposent de payer l'artiste pour faire venir le concert et que nous, on propose de défrayer parce qu'on va pas forcément lui donner un cachet à l'artiste, voilà. Et effectivement, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. Donc après, quand tu as plus de moyens, tu peux faire venir plus de gens, tu peux les faire venir dans de meilleures conditions. C'est plus du tout la même logique. Donc, sans aller forcément jusqu'à ça, il est important qu'on garde un petit peu notre compétitivité, que l'événement qui propose énormément de choses reste à un prix qui soit cohérent avec ses concurrents aussi. Parce que, mine de rien, on m'en parlait l'autre fois, c'est vrai que quand on prend un billet pour aller faire une journée à Disney, c'est beaucoup plus cher qu'un billet à Japan Expo. Donc il faut avoir le juste prix, quoi. Donc, et c'est ce qu'on avait fait pour les 20 ans, quoi, grosso modo. Et puis il faut avoir conscience que nous, nos budgets, l'essentiel de la formation du budget, c'est la vente de la billetterie. C'est-à-dire que c'est les fans qui apportent les moyens au festival de se développer et que l'ensemble des moyens qu'on récolte, aujourd'hui, il est complètement réinvesti dans la qualité ou dans la quantité, alors plutôt dans la qualité aujourd'hui, des invités, malgré tout dans le nombre d'invités. Enfin, on l'a beaucoup noté, il y a énormément de gens qui viennent. Ça coûte de plus en plus cher et ces moyens-là, ils ne sont couverts pour l'essentiel que par les visiteurs. Ok, très bien. Bon, en tout cas, on espère vraiment, vraiment du fond du cœur que 2022, c'est pour nous. C'est la bonne. Japan Expo, Nous aussi. Ah, mais ce qui est dommage, évidemment, bah, pour vous, on le sait très bien, parce que vous gérez tout ça. Même pour nous, voilà, qui espérions potentiellement avoir des interviews d'auteurs ou d'animateurs, ce genre de choses pour notre émission. On a aussi un site internet qui s'appelle chimanga.fr
on aurait effectivement aimé avoir des Japan Expo pour potentiellement apporter du contenu de qualité aux gens. Bah, c'est vrai que pendant 2 ans, malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là. Et c'est vraiment un manque, un manque pour aussi la presse. Voilà, c'est vrai on l'a pas dit depuis le début, mais Japan Expo, c'est aussi un lieu de rendez-vous important pour la presse spécialisée animation, manga, Japon en général. Et c'est un lieu à ne surtout pas manquer. Donc voilà, pareil pour les cosplayers et pour les exposants, pour d'autres raisons, évidemment. Bon, on a parlé des choses qui fâchent un petit peu. Pour terminer tranquillement l'émission, j'aimerais qu'on termine sur une note un peu plus joyeuse. J'aimerais, je sais pas, avoir des petites anecdotes qu'on connaît pas forcément sur Japan Expo, sur des invités, sur d'autres choses, quelque chose que vous pouvez raconter évidemment. Qui ne mettra pas à mal. Parce que j'imagine Voilà. qu'il y a 50 milliards de choses. Vous avez le droit de la raconter, cependant, si vous avez envie, Il si s'est vous n'avez passé pas peur. plein de choses à Japan Expo. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Le truc qu'il y a, c'est quand tu dis inédite, c'est vrai que dernièrement, on en a raconté pas mal. Notamment, on avait fait aussi un bouquin là pour les 20 ans, donc c'était l'occasion de ressortir pas mal d'anecdotes. Donc, me souvenir de trucs qu'on n'aurait pas déjà racontés. Non, il y a des choses qui nous ont vraiment marqué. Hein. Par exemple, Thomas, il parlait de Miyamoto. Nous, on vient voir que tout se passe bien et tout d'un coup, on nous fait ah, on est content que vous soyez là, il faut que vous montiez sur scène. Parce que tout d'un coup, Monsieur Miyamoto avait décidé qu'il trouvait que c'était bien que ce soit les responsables du festival qui prennent le micro pour le Pour présenter, l'annoncer. pour l'annoncer. Ah bah avec plaisir. Hein. Bon, on n'est pas forcément habitué à être sur scène, à prendre le micro. Surtout que là, la scène, elle était bondée. Et du coup, on monte sur scène, il y a ouais. Et c'est nous qu'apparaissons, ils font oh. Voilà. On s'est pris un bide, mais Oh un la bide, vache. mais alors. Bon, Ça ça fait fait tuant, plaisir. lui, Nous quoi. aussi, on est content de vous voir. Bon, après, ça va, ils ont compris et ça s'est réchauffé. Mais sur le moment, oui, on s'est senti seul sur notre grande scène. Là. Ah ouais, Heureusement on a qu'on bien était tous senti. les deux. C'était pas nous qu'on attendait là, c'est clair. Donc non, non, on a connu comme ça. Je parlais de Yoshiki la première fois qu'il est venu. Ils nous ont cassé les pieds avec le fait que Yoshiki ne buvait que de l'eau Fidji, donc il fallait de l'eau Fidji. Donc on a fait toutes les épiceries parisiennes pour trouver de l'eau Fidji, donc une petite eau en bouteille carrée là, pour qu'il arrive et qu'il fasse ah non, vous avez pas de l'évian. Ça y est, ça va être plus facile ça. Ça va être plus facile. Sauf qu'évidemment, comme on nous avait demandé de l'eau Fidji, on n'avait pas de l'évian là tout de suite comme ça, parce que du coup, on tourne plutôt à la cristalline. Comme ça, j'ai cité les 3 marques, c'est pas mal. Et du coup, bah, voilà, on part en galère chercher de l'évian. On arrive à trouver chez un restaurateur des bouteilles d'évian en verre et tout ça. On lui met une petite paille parce qu'il boit pas au culot et il dans un verre. Donc c'était super. Mais la bouteille Fidji, je l'ai encore chez moi parce que si tu veux, c'est un mythe maintenant. C'est Mais on a eu plein d'exigences comme ça d'invités plus ou moins excentriques, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de trop en parler parce que dans 80% des cas, en fait, ces excentricités, elles viennent pas tellement des artistes qui sont des gens qui sont plutôt gentils, mais de leur entourage qui flippe tellement qu'ils se mettent à demander des trucs, mais pas possible, au cas où ça satisferait l'artiste. Mais du coup, ouais, ça nous a fait des choses assez cocasses. Hein. Il y a des moments, on a paumé un musicien parce que le mec, il a décidé qu'il se barrait tout seul et il s'est retrouvé dans les parkings. Enfin bon, c'est. Ouais, mais on rigole, mais aller chercher quand c'est ton truc et que t'es responsable du mec, il y a un moment où t'es inquiet quand où même. est-ce qu'il est passé? J'avoue. Non, Quelqu'un à Japan Expo, c'est. C'est une sport. exigence amusante qu'on a eue, il faut savoir que Tsukasa Ojo et Tetsuhara, quand ils ont quitté Suisha, ils ont été créés leur propre boîte. Oui. Donc, North Stars Pictures qui les gère. Donc, quand on a eu Ojo, on avait fait une belle exposition, etc. Et donc, un peu plus tard, on essaye de faire venir Monsieur Hara. Et donc, du coup, ils sont partants, mais il faut voir que Tsukasa Ojo au Japon, c'est pas mal, hein, mais Tetsuhara, c'est. Wouh, c'est pas la même chose. Le pachinko et la fortune qu'il y a avec autour de Ken et de toutes les licences de Hara fait que Hara, il est multimillionnaire et ça n'a rien à voir en termes d'enjeu pour eux de le faire venir. Donc ils nous ont dit on veut bien, mais il faut qu'il y ait un plus. C'est-à-dire que l'exposition que vous aviez faite sur Tsukasa Ojo, elle est bien, mais l'exposition sur Monsieur Hara, elle doit être au-dessus. D'accord ?
qu'est-ce qu'au-dessus? Alors, on a un cheval avec un On a personnage. un truc. Ah oui, à le Rao opposer. géant. Et donc, du coup, D'accord. effectivement, on imagine bien qu'il y a du Rao derrière et on se demande ce que c'est. Et là, on voit qu'en fait, c'est un Rao taille 1-1, tu vois. Énormissime. Donc, avec Coco, et du coup, le truc, il fait 3 mètres d'eau. Donc, pourquoi pas, vous nous le prêtez, super. Il y a juste à le transporter, juste à. C'était le mot qu'il fallait retenir, en fait. Ouais, ça fait Parce que cher du derrière, pain. on a galéré parce qu'il a fallu qu'on construise une caisse spécifique pour le transporter. Il est venu en bateau pendant X temps. Il est arrivé donc en plusieurs morceaux. Il fallait donc le remonter. Donc à ce moment-là, j'avais mon responsable des expositions qui était le plus mince de nous, qui rampait dessous pour aller visser la tête de Rao sur le cheval, etc., la cape et tout. On l'a fini au chariot élévateur. Ah, ça a été compliqué. Voilà. Exactement, Exactement. bravo. Donc ça, il était beau, c'est magnifique. Mais alors par contre, ça a été logistiquement très compliqué. Et en fait, ça nous a coûté un bras parce qu'à transporter depuis le Japon, c'était effroyable. Et du coup, ce qui était amusant, c'est que par contre, il y a des Italiens qui sont venus à Japan Expo et quand ils l'ont vu, ils ont fait ouais, c'est super. Ils ont été voir les gens de North Star Pictures et ils leur ont dit c'est super, on veut. Et donc, du coup, pour le retour, on a échappé au coup du retour, puisqu'en fait, on l'a juste envoyé en Italie et les Italiens l'ont exposé et l'ont fait repartir. Mais ça, c'était un beau challenge et effectivement, ça donne une dimension complètement différente à l'exposition. Et ça fait derrière, des belles photos. Ouais. Effectivement, c'est clair que c'était quelque chose à voir. Est-ce que vous savez, pour terminer aussi une dernière fois, peut-être une édition de Japan Expo, vous savez qui vous a plus marqué pour une raison ou pour une autre je pense qu'il y en a, elles sont toutes voilà, marquantes pour des raisons diverses, mais est-ce qu'il y en a une, si vous deviez en garder une, que ce soit parmi les premières ou les dernières ou entre, est-ce qu'il y en a une tout de suite qui vous vient en tête ou pas forcément d'ailleurs hein, vous pouvez ne pas répondre si. Ouais, je pense que la dernière reste la plus marquante, c'est un peu toujours celle dont tu te souviens le mieux. Puis chaque année on essaye de faire plus, on a toujours un peu plus de frissons. Et c'est vrai que sur la dernière, on avait fait pas mal d'avant-premières, des nocturnes, on avait déplacé la finale de l'ECG en soirée, on avait le ballet Dragon Quest qui était venu quand même, ça c'était assez énorme. Oui, ça Avec de l'e-sport, on avait de l'e-sport, enfin, on avait tellement de choses, les bioman, je veux dire, on a testé, on a fait venir les 5 acteurs de bioman plus le cascadeur. Alors c'était dans des conditions un peu différentes parce qu'on testait de nouvelles choses, mais voilà, on a eu cette année-là Go Nagai, Eiji Matsumoto, Tomino, c'était assez génial. C'est vrai que ça fait des beaux souvenirs. Au fur et à mesure des 20 ans, on a eu des rencontres extraordinaires. Je veux dire, il y a ça devait être au premier Sud qu'on a fait venir Kozaki Yusuke, caractère designer de. Ah, on va plus m'entendre, il n'y a plus de batterie. Je vais mettre un petit câble. Caractère designer de No More Heroes, de Speedgrapher, etc. Et qui maintenant fait beaucoup d'illustrations pour Pokémon Go, quoi. Et c'est vrai que ce gars-là, en fait, on est devenu amis avec lui. On va manger chez lui, il nous présente sa fille. Donc c'est des rencontres, quoi. Et je pense que Japan Expo, c'est surtout ça, c'est beaucoup de rencontres. Et quelqu'un dont on n'a pas parlé, Thomas, et je vais te passer la parole le temps que je charge, mais Monsieur Hamano, pardon, Oui. c'est quelqu'un d'important et je pense que ça vaut le coup que tu en parles. C'est dans les grandes rencontres qu'on a fait comme ça, on a été invité un jour de 2010 au World Cultural Forum pour parler de Japan Expo. Ça fait partie des choses qui nous ont permis de nous faire connaître au Japon et parce qu'il était organisé par ce monsieur Amano, qui était le dernier assistant de Akira Kurosawa, le réalisateur de films, et qui a passé toute la fin de sa vie en fait à essayer de participer à la promotion de la culture japonaise à l'étranger et a décidé que Japan Expo était un des bons moyens de faire cette promotion. Et du coup, il nous a présenté, mais la terre entière. C'est-à-dire la première fois qu'on a rencontré Miyamoto, c'était par son truchement. Moi, un soir, il m'a invité à dîner. Je me suis retrouvé avec... je suis nul en nom, je suis désolé. Il Avec nous a emmené le manger avec réalisateur des...
Vas-y. On a été mangé avec Osoda, c'est ça que Voilà, je veux dire. celui-là. Ouais, Voilà. ça. Voilà. On a été invité à une remise des prix et il nous fait, vous voulez manger avec lui? Ah bah ouais, Pourquoi pas, pourquoi pas. sans problème. Donc, Donc, voilà, et ça a été ça pendant des années. Malheureusement, il est parti trop vite parce qu'à 60 ans, il nous a fait une rupture d'anévrisme là. Et il nous a quittés, mais ça a été quelqu'un qui a été très précieux pour le festival. Même quand on a fait venir les geishas C'est grâce à lui. sur Japan Expo, c'est grâce à lui. Voilà, il nous a vraiment ouvert un nombre de portes inimaginables et on pense effectivement régulièrement à lui. Il repose en paix, évidemment. Évidemment. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ça. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous, Jean-François et Thomas, parce que vraiment, on a appris plein de choses et c'est vraiment tout ce que vous avez à dire, on le prend parce que c'est rare que maintenant vous parlez un peu plus, mais c'est vrai que j'ai peu finalement de souvenirs de vous en interview, en vidéo en tout cas. Il faut savoir qu'on fait une conférence tous les dimanches maintenant pour justement échanger avec D'accord. le public. Le dimanche de Japan Expo, en clôture, on fait une petite conférence où on répond aux questions, que ce soit sur l'année en cours ou sur d'autres choses, justement pour essayer de donner plus de temps au public. Après, c'est vrai qu'à cette période-là de l'année, d'habitude, c'est le moment où tout le monde veut nous parler parce qu'on a annoncé plein de choses, donc tout le monde veut savoir, mais c'est aussi le moment où on est le plus débordé par le boulot. Donc, on profite de cette période de calme pour venir discuter avec vous. Et encore merci pour l'invitation, en tout cas. Merci. Merci. Et puis on est prêt à revenir dans le futur. Hein. Eh ben, Merci vous pas êtes, parce que- vous êtes C'est carrément noté. les bienvenus. Vous êtes les bienvenus et on espère vraiment de Japan Expo pour 2022, qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Et Édition du kiffer, Phénix. Ouais, c'est ça. Allez, La elle t'appellera comme ça. Renaissance. Et ça ne sera pas une illusion. Et ce ne sera pas une illusion. Bravo. On espère bien.